Intervention. Alors nous avons quand même le plaisir d'avoir Gabriel Lefebvre qui travaille à la Cité, ainsi que Gérard de Célis, qui est donc l'auteur, le directeur de ce livre Média Mensonges. Gabriel Lefebvre est journaliste professionnel depuis 19 ans à la Cité. Alors on sait que ce journal, depuis 3 ans, est devenu un hebdomadaire alors qu'il était un quotidien. Gabriel Lefebvre connaît donc bien les problèmes de la pauvreté de la presse écrite, et je pense que ces interventions iront notamment dans le sens d'un soutien à la presse écrite, puisque dans ces interventions on verra que pas mal de problèmes sont d'ordre financier, notamment pour les journalistes. Gérard de Célis est journaliste de radio à la RTBF depuis 18 ans. À ce titre, il a signé 4000 émissions radio. Il est également auteur en 1976 du Petit mode d'emploi de l'information et d'une adaptation en 1970 alors du Petit livre rouge de Boileau. Alors le débat va commencer par une intervention de Gérard de Célis qui nous parlera d'abord du livre Média Mensonges, ainsi que je pense qu'il pourra résumer en quelques mots l'intervention des différents auteurs qui ont participé. Gabriel Lefebvre ensuite nous parlera également de l'évolution des médias, de problèmes tels que la confusion entre l'information et la communication. Alors lié aux problèmes financiers, le fait que de plus en plus de moyens techniques sont mis à la disposition des journalistes, et paradoxalement, et c'est un gros problème, de moins en moins de moyens humains sont mis à la disposition du journalisme en général. On abordera également les problèmes de l'éthique professionnelle, ainsi que le problème très important, en l'occurrence actuellement dans le cadre de la guerre du Golfe, l'inégalité au niveau mondial, donc y compris en ce qui concerne les moyens de communication. Je demanderai à l'Assemblée de ne pas fumer, parce qu'on est très nombreux ce soir et les plafonds sont bas. Je propose à Gérard de Célis d'ouvrir le feu, si je puis dire. Bon, je ne ferai pas de commentaires sur les commentaires de la presse sur la guerre du Golfe. Mobilisation de journalistes, prêts à tout, etc., etc. Enfin, les termes guerriers utilisés par la presse. Bon, eh bien, l'idée du livre est très vieille. L'occasion du livre a 1 an. L'occasion du livre, c'est Timisoara. Je n'ai pas besoin de vous expliquer la posture du charnier de Timisoara et tout ce qui a été dit et non dit en Roumanie. Je crois que ça a frappé tout le monde et vous. Et le contraste avec Panama, qui était simultané, où il n'y a eu que 132 morts pendant 3 semaines, et où on a découvert qu'il y avait un nombre de morts à peu près équivalent au nombre fictif de morts à Timisoara. C'était l'occasion ou jamais de faire comprendre au public et surtout à la profession que quelque chose n'avait pas. Pourquoi surtout à la profession? Parce que la profession faisait mine que tout allait bien. Et le public, de plus en plus, faisait savoir qu'il en avait marre. Des enquêtes avaient déjà été publiées bien avant, il y a 1 an, sur la crédibilité de l'information. Au Canada, entre autres, où on montrait, il y a déjà 6 ans, que 40% du public, de tous les médias confondus, ne croyait pas aux informations diffusées par les médias. Donc il y avait comme problème et un véritable mutisme ou un mur côté journaliste. Nous faisons bien notre métier, nous sommes des professionnels et personne n'a rien à dire là-dessus. Donc il fallait peut-être infliger un électrochoc ou en tout cas matière à réflexion. Alors,
on explique au début du livre que ce qui se passe dans la presse est dû à deux raisons, des pressions idéologiques et des pressions économiques. Les pressions idéologiques, c'est entre autres, c'est ce qui nous a servi d'illustration dans le livre, la réunion de la Trilatérale en 1975. La Trilatérale, c'est un groupe informel de dirigeants politiques, économiques et même syndicaux du monde occidental. Ils se réunissent une fois par an, ils ont un secrétariat à Paris, et ils parlent à bâton rompu, ils sont plusieurs centaines, pendant un week-end dans un château. Ils parlent d'un sujet bien déterminé, ils tracent des lignes de conduite, et puis ils retournent chacun chez eux. Il y a là-dedans Nakasone, Étienne d'Avignon, certains prédécesseurs de Wilfried Martens. Donc ils rentrent chez eux avec ces lignes de conduite qui sont d'ailleurs écrites un peu plus tard dans un rapport qu'ils reçoivent et qui sert à leur rafraîchir la mémoire sur ce qu'ils ont adopté comme ligne de conduite. Et la ligne de conduite en 1975, c'était que les journalistes parlaient trop, écrivaient trop, montraient trop ce qui se passait, et que c'était très ennuyeux parce qu'il n'y avait plus moyen de diriger le monde comme ils le voulaient. Donc il fallait absolument faire pression sur les journalistes. Et cette réunion a été suivie immédiatement des faits. En Belgique, il y a eu une campagne de presse de droite contre, entre autres, la RTB, qu'on appelait Radio-Télévision Bolchevique à l'époque, avec de multiples pressions sur les journalistes, et il n'était pas question que les journalistes se réunissent. Il y a eu une réunion, entre autres, organisée par l'hebdomadaire, non pas l'hebdomadaire, le périodique du Parti communiste de Belgique, réunion à laquelle participaient quelques journalistes de la RTB qui ont été dénoncés pendant des années après comme ayant fomenté une révolution gauchiste ou communiste dans la presse. Bon. Puis il y a eu de multiples tentatives, entre autres à la RTB, de museler les journalistes, de les déplacer. Je crois que j'étais le journaliste le plus déplacé à la RTB. Ceci dit, déplacer, ça ne veut pas dire faire taire. Il y a toujours moyen de trouver un micro dans un studio quelque part. Bon, bon, vous pouvez lire le livre. Le résultat des cours, c'est qu'après avoir essayé toutes sortes de choses, le seul moyen qu'ils ont trouvé de nous empêcher de parler, c'est de réduire le nombre d'antennes de 29 heures semaine à 17 heures semaine. Donc de 27 heures hebdomadaires d'antennes au journal parlé à 19 heures. Par exemple, l'éditorial de 7h20 le matin faisait 8 minutes il y a 5 ans, puis 4 minutes il y a 3 ans et 2 minutes maintenant. On peut évidemment moins dire en 2 minutes qu'en 8 minutes et tout à l'avenant. Les raisons techniques, ce sont les concentrations de presse. Et j'ai oublié quelque chose dans le livre. Vous voyez, je me suis instruit après sur la presse en lisant d'autres livres. Et donc, j'explique dans le livre que les concentrations de presse font que les propriétaires, qui sont de bons gestionnaires capitalistes, tentent à réduire leurs coûts. Et le moyen de réduire les coûts, c'est de réduire le nombre d'emplois, et donc le nombre d'emplois de journalistes. Alors, si on achète 2 journaux, puis un 3e, puis un 4e, puis un 5e, on va essayer de concentrer les rédactions de ces journaux en un seul endroit. On va laisser partir les départs naturels des vieux journalistes, on ne les remplacera pas. Et ceux qui sont un peu trop remuants, on les mettra à la porte. Donc on se retrouve avec un nombre réduit de journalistes qui ont un volume d'informations considérable, et bien plus considérable qu'avant, à produire chaque jour. Comme ils doivent produire ce volume d'informations, ils doivent rester au bureau pour taper leurs articles et ils ne peuvent plus sortir, vérifier sur le terrain ce qui se passe. Donc ils sont de plus en plus dépendants des communiqués des institutions. Qu'est-ce que c'est que les institutions? Ce sont les gouvernements, les multinationales qui ont de l'argent pour faire des communiqués, pour entretenir des bureaux de presse, des porte-paroles, des attachés de presse, parfois des agences de publicité, même plus souvent qu'on le croit. Et donc les journalistes, voilà, sont au bureau et reçoivent des communiqués de toutes parts, et les agences de presse. 2 agences de presse essentiellement en Belgique, AFP et Reuters, et puis l'agence Belga aussi. Et ils ne peuvent pas aller vérifier ce qui est écrit sur les dépêches d'agences de presse, ils ne peuvent pas aller vérifier sur le terrain. Donc ils doivent s'y fier. Et s'ils peuvent contrôler, c'est dans le dictionnaire, dans l'encyclopédie, ou en tout cas dans ce qu'ils ont sur place, éventuellement leur documentation. Et il y avait un 3e aspect qui m'avait échappé dans cet effet économique, c'est que, et c'est souligné dans un livre qui vient d'être publié en France, qui s'appelle « La liberté de l'information en France », que jusque dans les années
60, 70, il était mal vu qu'un patron bétonneur comme Bouygues achète un journal. Un R100, ça allait encore, parce que c'était déjà un propriétaire de journal, il était dans la profession. Mais il était exclu jusque-là, et on poussait des hauts cris si quelqu'un qui fabriquait des avions ou des missiles comme Matra, qui a acheté le groupe Hachette, ou Bouygues, qui fait du béton, achetait des groupes de presse, ou des organes de presse. Mais ce qui s'est passé, c'est que la concentration allant, les journaux et les publieurs de journaux, les propriétaires de journaux, n'ont plus assez d'argent pour acheter plusieurs organes de presse différents, ce qu'on appelle l'effet multimédia. On achète une télévision, 2-3 radios, 4-5 journaux, une agence de publicité, un satellite, et puis on étend son empire. Et il se fait que dans les milieux de presse, il n'y a pas assez d'argent, donc il fallait nécessairement que cette espèce d'épidémie de concentration déborde les milieux de presse et arrive dans les milieux économiques traditionnels, c'est-à-dire n'importe qui. Ce qui fait que, je vais vous lire un petit paragraphe ici de ce livre. Cette concentration est favorisée par l'arrivée de groupes extérieurs au secteur de la communication qui ont une capacité d'investissement bien supérieure à celle des entreprises de médias traditionnelles. Leur présence est liée à des stratégies purement financières, même si parfois une volonté de peser sur la vie politique n'est pas absente de certaines opérations. Ici des exemples, la Compagnie Générale des Eaux, que vous commencez à connaître, a pris 20% du capital de l'UGC Cinéma, et la Lyonnaise des Eaux a mis un pied dans l'audiovisuel, etc. Bon. Donc, ces groupes qui ont des intérêts, vous imaginez bien que si un journaliste de TF1 fait un reportage sur quelque chose en béton qui n'est pas plaisant, il ne va pas pouvoir le passer, le diffuser sur TF1, son reportage, ou bien il sera mis à la porte. Donc il y a une pression directe du monde politique, du monde économique, sur les médias, ce qui était moins évident avant, ou moins facile. Ou en tout cas, les médias pouvaient encore dire « nous sommes loin de ce monde-là et nous sommes indépendants ». Ils étaient indépendants surtout en parole. Bon, alors, ceci c'est la partie analysée du livre, on annonce la couleur et on explique un peu les mécanismes, et puis nous donnons des exemples, et dans les exemples, enfin, d'autres types de mécanismes, par exemple, comment Radio Free Europe a été montée par les États-Unis, installée par les États-Unis en Europe, et comment ces radios ont une influence, pas seulement sur les pays de l'Est vers lesquels elles émettaient, mais aussi sur nous par effet de retour. Et puis, sur nous, par intoxication aussi. Vous savez, si une radio Free Europe lance un bruit qui est répercuté, une rumeur par exemple, qui est répercutée et amplifiée à Moscou, il y aura bien un ou l'autre correspondant de presse occidentale à Moscou qui entendra la rumeur et qui nous la racontera comme étant vraie, même si elle est partie d'Allemagne de l'Ouest. Et Anne Mascal, qui a fait des recherches sur Radio Free Europe, cite plusieurs exemples d'auto-intoxication, même que la CIA lance un bruit, et puis elle reçoit le bruit après qu'il ait été transformé, un peu par effet téléphone chinois, vous connaissez. Je ne sais pas pourquoi chinois, mais enfin bon. Et la CIA s'est auto-intoxiquée à partir d'un bruit qu'elle avait lancé. Et c'est arrivé dernièrement encore. Bon. L'histoire des 6 hélicoptères qui ont atterri en Arabie Saoudite, c'est récent, c'était au mois de décembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, 6 hélicoptères irakiens qui se sont posés en Arabie Saoudite. Tous les journaux et toutes les agences de presse en ont parlé chez nous, comme étant bien sûr vrai, mais c'était un bruit qui avait été lancé par une radio appartenant à la CIA vers l'Irak pour démoraliser les troupes irakiennes. Il n'y a jamais un seul hélicoptère qui s'est posé en Arabie Saoudite. Elle explique aussi, Anne Mascal, que comment Radio Free Europe a lancé l'imposture de Timisoara. Radio Free Europe a téléphoné à Libération en France, qui est un journal entre guillemets crédible, en lui disant, voilà, il y a un charnier à Timisoara, on a découvert 4000 et des corps, et il faut absolument en parler. Et Libé a dit, oui, mais quelles sont vos sources et tout. Ah, c'est un écrivain allemand qui a donné un coup de téléphone à un ami écrivain à lui à Timisoara, ou qui a reçu un coup de téléphone. Il ne se souvient plus du nom de son ami de Timisoara, mais ça fait rien. Voilà. Bon, donc c'était voilà.
le témoignage de téléphones chinois, etc. Alors, le procédé est régulier dans la presse quand un média peu crédible, ou quand on veut faire partir un bruit de quelque part et le faire reproduire par des médias, il faut qu'il soit crédible. Et le moyen de le crédibiliser, c'est de le faire gober par la rédaction d'un journal dit sérieux ou crédible. Donc, ce que Radio Free Europe voulait faire, c'est que Libération parle de ce machin, alors qu'aurait fait Radio Free Europe? Elle en aurait parlé à son tour en citant Libération, qui est un organe sérieux, n'est-ce pas? Et une fois que le bruit était répandu, c'était fait. Bon, elle n'a pas trouvé Libération, ils n'étaient pas d'accord à Libération, et ils se sont retournés alors vers l'agence yougoslave Tanjug, qui était moins délicate ou professionnelle que Libération. Entre guillemets, professionnelle. Et puis Thomas Kutsem, dans le même chapitre qui s'appelle Manipuler, fait une analyse des textes de Chomsky, et là c'est sur le volume, ce n'est pas tellement sur les coups fumants comme le charnier de Timisoara, c'est sur le volume d'intoxication. Noam Chomsky a fait une étude sur la manière dont la presse américaine avait parlé de l'assassinat du prêtre polonais Popieluszko, sur ordre de Moscou, paraît-il, et sur l'assassinat d'une centaine de 100 prêtres et religieuses en Amérique latine, en Amérique centrale, y compris un évêque, y compris quatre religieuses américaines. Et vous savez que les États-Unis sont très scandalisés quand on touche à leurs ressortissants. Donc, quand on fait le calcul du volume de ce qui a été publié par les journaux américains sur Popieluszko ou sur les 100 prêtres ou religieuses assassinés, on se rend compte que un Popieluszko vaut 666 fois plus qu'un prêtre ou une religieuse assassinée en Amérique latine. Donc les journaux américains ont parlé 666 fois plus de chacun des prêtres ou religieuses assassinés en Amérique latine sur la même période de temps. C'est... Comment ? J'ai dit plus, moins. Troisième chapitre, mentir. Ignacio Ramonet, rédacteur en chef maintenant du Monde diplomatique. Nous avons reproduit avec son autorisation l'article qu'il avait publié après Timisoara et l'évidence que Timisoara était une imposture. Et il explique là-dedans qu'on avait absolument besoin de criminaliser la libération des pays de l'Est. Il y avait un problème, c'est qu'on a raconté pendant près d'un siècle que le communisme était la pire des choses, était un système mangeur d'hommes, que le communisme était égal à sang, à violence, à dictature, et puis des pays dits communistes se libèrent sans qu'il y ait beaucoup de sang versé. C'est gênant quand même. C'est gênant. Comment justifier que pendant 70 ans on ait dit que c'était la pire des choses, et puis que tout à coup ce système se transforme en douceur. On a même parlé de révolution de velours pour la Tchécoslovaquie. Donc il fallait absolument trouver un moyen de dramatiser tout ça pour bien montrer que c'était vrai que le communisme c'est... Bon. Alors je ne vous rappelle pas tout ce qui a été dit sur la révolution roumaine, mais enfin là on était en plein dedans. Ignacio Ramonet raconte ça très bien. Il y a aussi, il fait appel aux notions d'ogre, d'ogresse, la femme du tyran des Carpates, tout ça, et des couloirs secrets, et du noir, et des tireurs qui sont cachés, tout y était. Donc c'est vraiment le conte d'horreur pour enfants, ou pour adultes. Bon. Puis nous avons un chapitre, je vous passe le reste pour aller un peu vite, hein, et puis nous donnons des exemples de ce qu'on peut faire comme journaliste. Et là, il y en a un qui est particulièrement remarquable, qui est Roger Job, qui raconte comment, au Mozambique, il a passé un mois dans la brousse avec des carnets qu'il remplissait. Il a rencontré une centaine de personnes, et il a rempli des carnets et des carnets de notes, et puis il a écrit un article qui était un témoignage vivant, vrai, de ce qu'il avait vu, avec toutes les interrogations qu'on peut se faire quand on voit des choses, et que tout ne s'explique pas, parce que tout ne s'explique pas entièrement jamais. Et là aussi, il raconte deux anecdotes.
Il m'en a raconté une troisième plus tard. Je vais vous raconter la troisième parce que je m'en souviens mieux. Il me l'a raconté il y a quelques jours. Un photographe anglais photographie un enfant après lui avoir demandé « Quel âge as-tu » Et l'enfant fait ça. Et quand la photo a été publiée dans les journaux, en dessous de la photo où on voit l'enfant faire ça, l'enfant montre combien d'assassinats il a fait, il a commis. Vous voyez ? Donc, bon, des histoires comme ça, on peut en raconter beaucoup. Il y a aussi une équipe de la BBC qui avait entendu dire qu'au Mozambique, il y a un village dans lequel on s'était battu. Alors elle s'était dépêchée d'aller dans ce village et il n'y avait plus de bataille. Alors elle a proposé aux villageois de faire semblant de faire la guerre. Et un des villageois, ou le taxi de Roger Job, lui a proposé de se cacher dans un buisson pour quelques dollars et de photographier la fausse guerre. Et voilà. Donc, entre Roger Job, qui faisait vraiment son travail, et ce qu'il voyait comme grands organes de presse, la manière des grands organes de presse de travailler, parce que la BBC est quand même une référence, la marge est assez étonnante. Nous citons aussi le témoignage et des textes de Karine Livens, qui a travaillé à Radio Venceremos, et qui est toujours dans la région, et qui dit comment elle fait son métier de journaliste engagé. Parce que notre thèse aussi est que le journalisme d'opinion n'est pas nécessairement un mauvais journalisme. Ce n'est pas parce qu'on est à gauche, ce que je suis, je vous le dis parce qu'on m'a reproché souvent de ne pas le dire, comme si c'était pas évident. Donc, elle fait aussi bien son boulot, un journaliste de gauche fait aussi bien son boulot qu'un journaliste de droite. Et celui qui connaît un journaliste neutre, tout à fait, me le montrera du doigt, hein, parce que je n'en ai pas encore trouvé. Et puis, la fin du livre, et ça m'a posé un problème parce que j'ai un peu nagé, et heureusement, l'éditeur m'a gentiment aidé en me remettant les idées en place, parce qu'après avoir passé un an à étudier tout ça, et revu les textes et tout, je ne savais plus très bien où j'en étais. L'éditeur donc m'a dit, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre l'accent vraiment de manière évidente sur le rôle des journalistes? Mais oui, bien sûr. Et là, on a fait de nouveau appel à Noam Chomsky qui raconte que si les journalistes sont des menteurs professionnels, c'est parce que ça les arrange bien. Ce sont des intellectuels proches du pouvoir, et en tant qu'intellectuels, ils traduisent les volontés du pouvoir dont ils sont proches et par qui ils sont payés directement. Je résume très fort Chomsky. Donc ils font le jeu du pouvoir parce qu'ils sont proches du pouvoir, qu'ils sont gratifiés en permanence par le pouvoir. Et je vais vous citer des exemples, un exemple encore tout à fait récent, qui a trait à la guerre du Golfe. Par exemple, des choses, ça c'est plutôt anecdotique, Henri Sagné d'Antenne 2, qui au début de la semaine lançait un document d'archives sur un bombardement pour qu'on comprenne les sensations d'un missile comme si on y était. Ou Charles Villeneuve, qui mercredi soir sur TF1, dans l'émission Le droit de savoir, opposait, je cite, d'une part le monde civilisé, d'autre part le monde arabe. Ou encore Dominique Bromberger, qui demandait à François Mitterrand, je cite de nouveau, « Monsieur le Président, quand nous gagnerons la guerre, Saddam sera-t-il tué ou jugé ?» Mais vous allez comprendre pourquoi des journalistes en viennent à dire des choses pareilles. La Fédération nationale de la presse française, qui regroupe tous les journalistes y sont affiliés, c'est là qu'ils reçoivent leur carte de presse. Comme nous, les Belges, nous avons la GJPB, l'Association Générale des Journalistes de la Presse, eh bien, eux, ils ont la même chose. Et cette fédération a envoyé une note à tous les journalistes français, et je vous lis quelques passages de cette note. Elle incite ces organisations adhérentes à veiller à ce que, en raison des circonstances, la guerre du Golfe, les organes de presse fassent preuve d'une vigilance encore accrue pour que la manière dont sera traitée l'information concernant la guerre contre l'Irak ne puisse avoir des conséquences néfastes. Aussi convient-il de veiller plus que jamais à ce qu'aucune information ne puisse se révéler dangereuse pour la sécurité des troupes françaises. Toute initiative qui pourrait être de nature à menacer la sécurité publique doit être évitée. La Fédération nationale de la presse française comprend que, dans un contexte aussi délicat, les autorités militaires aient été conduites à remettre en vigueur le décret du 22 juin 1944 portant statut de correspondant de guerre et qu'il soit demandé aux journalistes intervenant sur le terrain de signer une charte. Cette charte, c'est un engagement à ne rien dire que l'armée n'accepte pas. Alors qu'une association qui défende les journalistes, donc qui défende en principe la vérité, puisque les journalistes sont censés rapporter la vérité, et qui demande à ces journalistes de ne pas rapporter la vérité, c'est un summum, jamais vu ça.
Même la GJPB en Belgique n'a jamais produit une chose pareille. Je crois qu'il y aurait un débat très, très houleux si quelqu'un osait demander à la GJPB, au sein de la profession, de prendre une position pareille. Ceci dit, la GJPB ne vaut pas mieux beaucoup que la Fédération française. Mais là, disons que parce que peut-être nos troupes ne sont pas aussi impliquées aussi loin que les troupes françaises, et le pouvoir belge étant un peu plus mou que le pouvoir français, la question ne s'est pas posée. Voilà, j'en ai terminé, je répondrai à vos questions avec plaisir. On posera les questions après les interventions des 3 personnes, je dis bien 3 personnes, parce qu'il y a ici Thomas Kutsem, qui est auteur d'un des articles de Médias Mensonges dont Gérard a parlé tout à l'heure. C'est l'article... lequel? Chomsky. Alors, Thomas Kutsem est membre du collectif de rédaction de la revue Contradiction. Je crois qu'il c'était l'article dont il est l'auteur, c'est Un prêtre polonais vaut 666 prêtres latino. Il voudrait nous entretenir des médias et de la guerre du Vietnam. Alors, tu viens d'abord et on passera. Maintenant, je me... Après. Ça va si je parle? C'était plus. On a tout arrangé. Mais donc je vais faire quelques... Je pense que, bon, maintenant nous sommes dans une situation de guerre et tout le monde dit que les médias, aux États-Unis en particulier, ont contribué à perdre la guerre, enfin à perdre du point de vue des Américains, et qu'ils ont appris la leçon, que les Américains ont appris la leçon et que maintenant ils ont imposé la censure pour éviter que la guerre ne soit perdue, entre autres à cause de l'idée dominante étant que les médias ont une attitude négative vis-à-vis du pouvoir et qu'ils ont trop critiqué le pouvoir. Alors, quoi? La guerre du Vietnam. Oui, la guerre du Vietnam, oui, excusez-moi. Oui, bon. Alors, donc, Chomsky a écrit des tonnes de livres là-dessus, et je voudrais essayer de résumer un peu ce qu'il explique, parce que je crois que c'est une leçon extrêmement intéressante à comprendre exactement ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam, parce qu'on nous ment beaucoup sur la guerre du Vietnam, à mon avis. Première chose, c'est que les médias imposent des limites du débat acceptables à propos de la guerre. Et les limites du débat sont toutes du type coût, efficacité, et pas de type moral. Je vais expliquer. Quand les soviétiques interviennent en Tchécoslovaquie ou en Afghanistan, la critique qu'on entend dans les médias occidentaux n'est pas que l'intervention, par exemple, serait nuisible au socialisme, ou qu'elle n'est pas efficace, ou qu'elle est trop coûteuse pour les soviétiques. Non, l'intervention est une intervention, la critique est basée sur des principes. On dit comment vous violez la souveraineté d'un État indépendant, etc. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est une question de principe. Quand il s'agissait de la guerre du Vietnam, tout le débat, à part une frange marginale dans laquelle on trouve Chomsky et quelques gens qui étaient exclus du débat. Chomsky n'est jamais interviewé aux États-Unis, il n'a presque jamais l'occasion de publier même une lettre dans un journal, etc., alors que c'est un linguiste mondialement connu. Mais tout le débat acceptable est dans un cadre qui revient à dire est-ce qu'on avait la possibilité technique de gagner la guerre ou pas. Et le débat entre les colombes et les faucons est uniquement ça. Les faucons disent qu'on aurait pu gagner la guerre, et les colombes disent que la guerre n'était pas possible, il n'était pas possible de la gagner, sauf en prenant des risques de guerre nucléaire, etc., qui n'étaient pas acceptables. Du point de vue toujours des coups, mais jamais d'un point de vue moral. Et en particulier, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est que tout le débat s'est engagé donc sur la question de savoir s'il était possible ou pas de défendre le Sud-Vietnam. Et ça, c'est l'expression qui domine dans l'histoire. Et comme dit Chomsky, il y a une expression, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a eu une invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Presque personne ne conteste ça dans le monde, il y a eu une invasion. Pourquoi il y a eu une invasion? Il y avait un gouvernement en Afghanistan qui a appelé les troupes soviétiques pour se protéger contre une insurrection dans laquelle se retrouvait une partie de la population. Je ne vais pas rentrer dans une analyse de la guerre d'Afghanistan, mais en général, on admet en Occident que ce gouvernement n'était pas légitime et qu'il a appelé les troupes soviétiques pour se protéger de sa propre population. Mais si on regarde l'histoire du Vietnam, après les accords de Paris, qui avaient mis fin à la partie française de la guerre, et que les Américains se sont empressés d'essayer de saboter, on voit que les Américains remplaçaient les gouvernements au Sud-Vietnam les uns après les autres, jusqu'à ce qu'ils en trouvent un qui leur plaise, et c'était coup d'État après coup d'État,
avec des manipulations de la CIA, et le gouvernement qui avait au Sud-Vietnam, il n'y avait aucune légitimité. Et par conséquent, quand ils ont commencé à envoyer des troupes en 62, et puis en 64, et encore plus en 65, c'était entièrement, ils le disent eux-mêmes, il n'y avait pas un seul soldat du Nord au Sud-Vietnam à ce moment-là. C'était entièrement contre une insurrection populaire au Sud-Vietnam qui était dirigée par le Front de Libération Nationale. Il n'y avait absolument aucun soldat du Nord. Ce n'était pas un conflit entre États. C'était exact. L'analogie avec l'Afghanistan est très très grande. Dans un certain, enfin, on peut discuter dans d'autres sens, mais du point de vue de la presse, elle devrait l'être. Et par conséquent, il est absolument extraordinaire de voir qu'il est impossible de trouver, où que ce soit dans la presse occidentale, où que ce soit dans le travail d'historiens, etc., l'expression « invasion américaine du Sud-Vietnam ». Tout le débat se concentre sur la question de savoir si la défense du Sud-Vietnam était possible ou pas, et jamais on ne trouvera l'expression « invasion américaine du Sud-Vietnam », même dans les mouvements critiques, même dans les mouvements pacifistes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui dénote la domination du système idéologique occidental, à mon avis, sur d'autres systèmes idéologiques, disons. Par exemple, Fairbanks, qui est un des critiques dans le... Allez, en dehors de la marge comme Chomsky, etc., un des critiques les plus radicaux de la guerre, la caractérise comme un désastre et un excès de bienfaisance. D'accord, c'est même des critiques très radicaux, ils en ont voulu trop bien faire, on était incapable de défendre le Sud-Vietnam, on a voulu trop bien faire et alors on a tué beaucoup de gens. Alors, sur la question de savoir si... et on en a perdu beaucoup aussi. Mais c'est vraiment, oui, non, c'est impressionnant. Moi, j'ai été là et j'ai vu comment ils présentent ça. Par exemple, j'étais là quand il y avait le 10e anniversaire de la fin de la guerre du Vietnam. Et c'était très intéressant de voir la problématique dans laquelle ils présentaient ça. Alors, on dit que les médias ont fait augmenter l'opposition à la guerre, mais il faut voir qu'il y a des sondages qui montrent qu'en 67, 64% des gens répondaient que la télévision, le fait de regarder la télévision à leur avis, les avait rendus plus favorables à la guerre, et 26% disaient qu'ils étaient devenus plus opposés en regardant la télévision. Donc, ce n'est pas très évident. Alors, il y a 3 points dans la guerre du Vietnam, 3 tournants. Le premier, c'est le début de l'intervention massive américaine et des bombardements sur le Nord-Vietnam. Ça, c'est dû à l'incident du golfe du Tonkin. Alors, l'incident du golfe du Tonkin, tout le monde admet, donc c'est un incident, il y a eu un conflit entre bateaux nord-vietnamiens et un bateau américain. Tout le monde admet maintenant qu'il s'agit d'une provocation nord-américaine qui était prévue. Peut-être qu'on la mettra ça pour le Koweït dans quelques années, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'était quelque chose de planifié et c'était une provocation. Mais rien dans la presse à l'époque ne l'a dit, sauf dans la presse marginale et dans la presse communiste, dans les pays communistes. Mais rien, absolument rien n'a paru, et c'était complètement ridicule. On ridiculisait tout à fait les allégations d'Hanoï, disant qu'il s'agissait d'une provocation, qu'il n'avait pas voulu la guerre. Il y a eu un vote massif au Congrès pour soutenir l'effort de guerre américain, comme maintenant, donc il ne faut pas se laisser impressionner quand on vous dit qu'il y avait une opposition à la guerre du Vietnam, etc. Il n'y en avait pas à l'époque, et donc il y en a plus en fait maintenant à la guerre dans le Golfe qu'il y en avait à la guerre du Vietnam à ce moment-là. Ça, c'était l'incident du golfe du Tonkin. Donc, la presse a tout à fait suivi la ligne de soutenir le gouvernement. Alors, le principal point dont on parle maintenant, c'est l'offensive du Tet. On dit que l'offensive du Tet, en 68, qui a été un tournant dans la guerre, parce qu'elle a convaincu les Américains que la guerre était ingagnable, et donc, nouveau sur le plan de, non pas moral, mais sur le plan de coût, efficacité, etc., elle les a convaincus que la guerre était ingagnable. Cette offensive, on dit que la presse a contribué à convaincre les Américains qu'elle était ingagnable par son excès de pessimisme. Mais moi, je pense que j'ai lu les citations, bon, je ne vais pas vous lire toutes les citations sur ce que disait la presse à l'époque, c'est un peu comme ce qui se passe maintenant avec le village que les Irakiens ont pris en Arabie Saoudite. Donc, ils ont pris un tout petit truc, et on est en train de les déloger, et il a fallu, je ne sais pas, 36 heures ou quelque chose comme ça pour les déloger. Demain, on apprendra qu'il y en a encore, parce que c'est comme des avions, on détruit d'abord 80%, puis après, il en reste encore 40%, etc. Quoi? À 20 heures, c'était pas fait. Oui, c'est ça, c'était pas fait. Mais seulement... Seulement, ce qu'il y a, c'est que quand la radio vous dit maintenant, ah, mais il semble que la coalition est en train de l'emporter, etc., ou qu'on est en train de déloger. Mais quand on pense à ce qu'on disait de l'Irak il y a une semaine, que c'était fini, il n'y avait plus rien, etc., ce n'est pas du tout pessimiste ce qu'il dit, c'est optimiste. Et avec l'offensive du Tet, c'était le même discours à l'offensive du Tet, c'est une victoire, parce qu'effectivement, l'offensive du Tet n'a pas balayé les Américains et le gouvernement de Saigon, etc. Et donc, ils ont été repoussés. C'est comme l'offensive du FMLN au Salvador il y a un certain temps. Ils ont été repoussés, mais ils ont montré que la guerre était ingagnable. D'accord? Et ça, c'est ce qu'ils ont montré. Et alors, ça a été admis par les élites américaines assez vite. Et ils ont dit à Johnson, et bon, maintenant, il faut vietnamiser la guerre, et ça a été le début de la vietnamisation. Mais
c'est pas du tout vrai que la presse a été excessivement critique. Elle a pris le point de vue que la CIA prenait, que l'armée américaine prenait. Et sur le coup, au moment des événements, elle a dit, mais non, c'est une grande victoire, on a repoussé l'attaque, ils ont perdu beaucoup d'hommes, etc. Exactement comme on fait avec le petit village maintenant. Le dernier point, c'est les négociations de Paris. Les négociations de Paris, donc la fin de la guerre du Vietnam, c'est en 73. Et là, il y a les négociations de Paris qui ont duré un certain temps entre des représentants du gouvernement révolutionnaire provisoire, donc, qui était qui était le nom du Front de Libération Nationale, si vous voulez, quand ils ont installé un gouvernement, et les Américains. Alors, en octobre 72, ils sont arrivés à un accord à Paris, les négociateurs. Et dans cet accord, le point central, je ne vais pas venir avec tout l'accord, mais le point central, c'était qu'il devait y avoir au Vietnam, au Sud-Vietnam, deux administrations parallèles, équivalentes, deux partis équivalents, qui étaient d'une part le gouvernement du Vietnam, dit du Vietnam, donc le gouvernement de Saigon, et le gouvernement révolutionnaire provisoire. Que ces deux partis devaient arriver à un accord par la voie de négociation sans ingérence extérieure voulant probablement dire américaine. Et donc, sans ingérence aucune. Ça, c'était le point essentiel. Alors, les Américains ont commencé par dire qu'ils refusaient ça, et Hanoï a annoncé à la radio l'accord qui était secret, si vous voulez, qui était encore dans les négociations, pour forcer l'accord. Ils ont annoncé ça à leur radio, les Américains ont dit, mais c'est pas vrai, ça c'est pas l'accord tel qu'il est prévu, etc. Bon. Et puis ils ont fait des bombardements massifs à la Noël de 72, des bombardements massifs de Hanoï, etc. La presse a présenté ça en disant, ça c'est pour forcer Hanoï, les Nord-Vietnamiens, le gouvernement révolutionnaire provisoire, de revenir à la table de négociation. Alors qu'eux n'avaient pas quitté, ils étaient d'accord avec l'accord. Et finalement, l'accord a été signé en janvier 73, et l'encre, ça Chomsky décrit en détail, l'encre n'était pas encore sèche, que le gouvernement américain donnait de l'accord une version qui était en contradiction avec les termes de l'accord, c'est-à-dire qu'il disait, nous avons atteint notre objectif, qui était de faire que le gouvernement du Vietnam soit le seul gouvernement légitime au Sud-Vietnam, alors que l'accord disait qu'il y avait deux partis qui devaient arriver à un accord progressivement sans ingérence. Et la presse a repris complètement cette version du gouvernement américain comme étant la vraie version de l'accord, des accords. Et par conséquent, quand plus tard le gouvernement du Sud-Vietnam a effectivement essayé d'avoir le contrôle de tout le Vietnam, s'est heurté aux troupes du gouvernement révolutionnaire provisoire et s'est après effondré, on avait une preuve, vu l'interprétation que la presse avait donnée précédemment, de la duplicité des communistes qui ne respectaient pas un accord. Et comme le dit très bien Chomsky, cette preuve était extrêmement utile parce que des années plus tard, quand il y a eu des négociations en Amérique centrale et qu'il y a eu l'accord de Contadora, qui était un accord entre les, des pays d'Amérique centrale et le Nicaragua sandiniste de l'époque, qui était un accord sur les contras, etc., les gens qui n'étaient pas les sandinistes, les autres, qui étaient donc, ont rencontré les Américains, et les Américains, pour leur prouver qu'il ne fallait pas signer d'accord avec les sandinistes, leur ont montré une copie des accords de Paris, mais une copie des accords de Paris, mais dans un contexte historique, vu que ces gens avaient été formés évidemment par des journaux et par des lectures qui étaient influencées par les Américains, dans un contexte historique qui leur laissait croire et leur laissait penser que l'interprétation que les Américains avaient donnée de ces accords était la bonne et pas ce qu'ils avaient signé. Donc ils n'ont pas lu ces accords, on leur a rappelé ces accords pour leur rappeler la duplicité des communistes et du fait qu'il ne fallait jamais signer d'accord. Et comme le dit Chomsky, les gens qui ne tirent pas les leçons, donc ça ce serait pour Saddam Hussein s'il voulait négocier, les gens qui ne tirent pas les leçons, qui doivent s'engager dans les négociations avec les Américains et qui ne tirent pas les leçons, et de la subversion par les Américains des accords de Genève de 54 qui concernaient les élections libres au Vietnam, et des accords de Paris de 73 qui ont été mésinterprétés, etc., le feront à leurs risques et périls. Mais je pense que la conclusion, c'est que dans toute l'histoire, la presse a été complètement fidèle à la volonté, à tout à fait représenter la guerre dans la volonté des élites américaines. La seule chose, c'est que la question de la gagnabilité, la possibilité de gagner la guerre a changé avec l'offensive du Tet, et que ça a introduit un changement, mais c'est tout. Il n'y a jamais eu l'attitude qu'on a quand il s'agit de l'invasion de l'Afghanistan, par exemple. Voilà. Très bien, merci. Manipulation des micros. Oui.
Voilà. Ça va? Ça va comme ça, oui. Je voudrais d'abord réagir à ce qui vient d'être dit, parce que ceci nous a démontré qu'une première réflexion s'impose, dans la nuance, de préférence. On a l'impression, après avoir entendu ça, que l'essentiel des problèmes de la presse se situe autour de l'audiovisuel, donc ce qu'on appelait les grands médias de masse, et que ça se situe autour des États-Unis d'Amérique, effectivement. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours pensé que le monopole de la langue de bois n'appartenait pas au monde de l'Est, effectivement, et qu'on a caché, on a très peu révélé en tout cas, la manipulation de l'information, la propagande américaine. Il y a eu une série récemment d'émissions TV sur les propagandes à l'occasion de la dernière guerre mondiale, qui était très révélatrice du niveau de sophistication des moyens de propagande, aussi bien américains que de l'Est en général. Donc c'est vrai que là, il y a le fameux dilemme qui a été longuement étudié par des grands philosophes, des penseurs et des techniciens de la communication entre information et propagande. Là, je pense que ceci est les exemples qui nous ont été donnés sont très clairs. La seconde réflexion, c'est que pour moi, il n'y a rien de neuf là-dedans. On a l'impression que le public brusquement s'étonne de ce genre de choses-là. Or, je suis désolé, mais cela fait des années, pour autant que je connaisse, qu'on attire l'attention des journalistes d'abord, des communicateurs en général et de l'opinion publique que cela intéresse sur ces risques-là. Et bon, je prends comme seul exemple, mais c'est un des plus connus, enfin du moins dans la profession, c'est le fameux rapport de Sean McBride qui a été réalisé par tout un collectif de penseurs, d'écrivains, de techniciens, de scientifiques de la communication à la demande de l'UNESCO. Et Sean McBride a réalisé donc cela et a commenté son rapport Voix multiples, un seul monde, communication et société aujourd'hui et demain. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui était déjà décrit ou en germe dans ces analyses-là, mais toutes les solutions aussi étaient déjà avancées. Et ça date de 1980. Je suis au désespoir de constater que d'abord ce rapport a été passé aux oubliettes parce qu'il était évidemment éminemment gênant pour la plupart des grandes puissances. Je ne me trompe pas en disant ça. C'est à peine si on l'enseigne dans les écoles de journalisme. À ma connaissance, on ne l'enseigne, disons, on ne recommande plus la lecture de ceci, que je recommande donc très chaudement à quiconque et particulièrement au public, parce que je pense qu'il n'a pas simplement à critiquer, il a aussi, je pense, à s'informer pour peut-être essayer de rétablir un petit peu la situation. Donc il existe des analyses, il existe des informations, il existe des remèdes, me semble-t-il. Alors c'est sur cette base-là que j'ai voulu tout de même compléter à la fois le livre, et j'aurais peut-être voulu aussi compléter l'exposé qu'aurait pu faire Colette Brackman, parce que l'avantage de Colette, c'est d'abord que c'est effectivement une excellente journaliste, mais une journaliste de terrain. Et nous avons, dans mon exposé aussi, je regretterai effectivement le fait que ça devient de plus en plus rare. Et dans la presse belge, on commence à compter sur les doigts de la main les reporters. Alors quand en plus ce sont de bons reporters, je pense que son absence est vraiment regrettable. Alors donc moi j'avais choisi, privilégié, vu que je n'ai pas les moyens d'être journaliste de terrain, mais que je suis journaliste d'opinion, mais d'un journal très pauvre, donc plus sensibilisé aux problèmes de la presse écrite, de l'opinion dans le cadre de l'information. J'avais choisi, disons, de vous parler de manière un peu plus théorique, et vous m'excuserez d'être théorique, mais une fois n'est pas coutume, il faut bien montrer que dans la presse, tout de même, on peut peut-être de temps en temps approfondir les informations et se montrer peut-être critique. Et je voulais d'abord faire une première réaction, c'est donc bien attirer l'attention du public en général sur le fait qu'on dit la presse a fait ceci, la presse se laisse manipuler. Je pense que la presse, c'est une mouvance qui comprend des radios, des télévisions, des presses écrites, mais des presses quotidiennes, des presses hebdomadaires, des presses ayant toutes les périodicités possibles, imaginables, et toutes les opinions imaginables. Et je voudrais quand même rappeler aussi que dans les journaux, il y a toutes les nuances possibles et imaginables. Dans le même journal, vous avez des gens de gauche, de droite, du centre, des courageux, des pas courageux, des planqués, des vérificateurs qui veulent vraiment aller jusqu'au bout.
propos, quitte à risquer leur place éventuellement. Donc je voudrais quand même, non pas pour défendre la profession de manière idiote et béate, mais quand même dire cela, que nous ne sommes pas tous des manipulés, pas tous des transmetteurs de mensonges, mais attirer effectivement votre attention sur le fait que nous sommes de plus en plus faibles, effectivement. Et nous en expliquerons donc les problèmes. Si le cas de Timisoara est effectivement très intéressant, je pense que beaucoup d'entre vous ont lu le livre, donc vous avez vu le détail sur la manipulation. Donc vous avez bien vu aussi que les plus vulnérables à la désinformation, ce sont les agences de presse, bien entendu, parce qu'elles sont d'abord, elles manquent du recul pour faire l'analyse de l'événement, et donc où elles manquent de moyens pour avoir leur indépendance. C'est l'un ou l'autre. Ici, je ne tranche pas puisque je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais dans les deux cas, c'est très grave. Et dans le même livre, nous trouvons le reportage le témoignage de Colette Brackman qui dit « Elle était là, elle n'a rien vu, donc elle s'est abstenue d'écrire qu'il y avait un charnier, mais bon, elle était très prudente. » Mais justement, cette prudence est absolument honorable, c'est une prudence à laquelle je rends vraiment hommage. Elle était courageuse, elle était honnête, et elle a dit, face au conformisme ambiant, elle a dit à tout le monde « Moi, je n'ai rien vu, point », au risque de se disqualifier dans cette espèce de battage qui s'était créé. Donc, une presse écrite est une presse qui peut, si elle veut vraiment être honnête par rapport à ses structures et à sa vocation, peut prendre de la distance et de l'esprit critique. Mais cette presse écrite, et si nous l'avons déjà, le livre le signale également, cette presse commence à manquer de moyens, donc les moyens humains nécessaires pour non seulement travailler à fond, mais aussi encadrer les jeunes journalistes qui auraient besoin de l'expérience des aînés. Effectivement, il y a un manque de renouvellement du personnel ou un renouvellement tellement rapide que finalement les anciens ne sont plus là pour apporter la nécessaire prudence que recommande l'éthique journalistique. Donc là, il y a un très grand risque. Disons, je ne vais pas défendre donc un statut professionnel, mais je vais défendre une qualité professionnelle qui peut être garantie par un statut. Là est la nuance qui, à mon avis, a énormément d'importance. Voilà. Donc, la crise du Golfe, actuellement, ne fait que confirmer donc des tendances qui sont dénoncées déjà depuis 1980 au moins. Ceci n'est déjà que l'aboutissement d'un long travail d'information, de réflexion sur l'information. Donc on constate qu'effectivement les grands médias sont effectivement tout à fait soumis au contrôle des puissances belligérantes, et Gérard de Sillis vient de donner la lecture d'un texte que je trouve affolant, évidemment. Si une agence professionnelle se plie à ça sans le moins d'esprit critique, c'est la fin pour moi de ce que j'appellerais le journalisme, et pas un journalisme entre guillemets, le journalisme dont on peut être fier et qui est une profession qui nécessite du courage à mon humble avis. Et tandis que la presse qui se voudrait courageuse n'a pas les moyens de l'être, puisqu'elle ne peut pas aller sur le terrain, elle n'en a pas les moyens financiers, elle n'en a pas les moyens humains, et à la limite, et ça je peux vous dire qu'en dehors de situations peut-être aussi tragiques, mais une presse qui a voulu donner une autre information, une information de terrain, et ça je sais parce que c'est le genre de choses que j'ai pu faire, elle n'est pas lue par le public parce que ça n'intéresse pas le public apparemment. Or c'est une autre information. Donc là, je voulais arriver aussi à cette espèce de divorce entre le grand public qui devient exigeant, mais qui d'un autre côté ne fait pas l'effort de donner les moyens à sa presse d'apporter l'information qu'il pourrait éventuellement, théoriquement, souhaiter. Enfin bref. Alors maintenant, je vais commencer ma partie académique, si vous le permettez, parce que depuis le début de cette réflexion-là, il me semblait qu'il y avait un malentendu dans les mots. Communiquer, est-ce vraiment informer? Informer, est-ce faire du journalisme? Bon, il faudrait peut-être délimiter certaines choses. Alors là, je vous demande un petit peu d'attention et je suis désolé. J'ai pris un extrait de ce fameux rapport de Sean McBride. Alors je vous le lis le plus clairement possible. La libre communication des pensées et des opinions a vite été considérée au cours de la période des pionniers de la presse comme primordiale. Le développement de la presse, au sens moderne du terme, dérivé de l'ancien mais plus restreint, a contribué à mettre l'accent sur la diffusion, non plus tant des idées et des opinions que des faits et des événements, c'est-à-dire sur l'information. La liberté de l'information, c'est en premier lieu le droit à l'information, c'est-à-dire le droit pour l'ensemble des membres de la communauté d'être tenus au courant des événements susceptibles d'intéresser leur existence, d'orienter leur réflexion, d'infléchir leur choix, le tout à une dimension sans cesse accrue
au fur et à mesure que de nouvelles techniques permettaient d'étendre l'information du cadre local au cadre national, international et universel. De cette liberté d'information découle la liberté pour l'informateur d'accéder à la connaissance des faits et des documents, contre le secret derrière lequel se retranchent les affaires publiques et la liberté de diffuser ce dont il a eu connaissance. Alors, à mon avis, tout est là-dedans. Le paradoxe est devenu évident à présent. Avec l'accroissement de l'alphabétisation, de plus en plus de demandeurs d'informations existent dans le monde. Mais avec le développement technique des moyens de communication, il y a, et Gérard de Célis l'a souligné, il y a de moins en moins de producteurs d'informations, et ces derniers sont de plus en plus soumis au pouvoir politique. Et le cas est le plus clair, non pas chez nous, ni dans les pays occidentaux, que ce soit les États-Unis ou l'Europe, mais c'est dans les pays les plus pauvres que le problème est le plus aigu. La mainmise de l'État sur les moyens de communication, donc sur les politiques d'information, est souvent totale. Et les journalistes, et Colette Brackman d'ailleurs le signale dans son article, elle salue l'émergence au Zaïre d'une presse qui commence à se libérer du carcan étatique et de terrorisme politique. C'est une presse qui se libère parce que les structures démocratiques petit à petit apparaissent. Donc là, on voit bien la relation entre les deux. Alors, paradoxe supplémentaire, donc ces pays les plus pauvres sont non couverts par les grands médias. De toute façon, on se désintéresse de leurs problèmes. Et regardez, là je me permets de faire la parenthèse sur ce scandale hallucinant et évident. La famine a recommencé en Afrique. Ça a fait l'objet de quelques lignes, quelquefois, dans les journaux, alors que la guerre du Golfe a accaparé des pages entières, voire des suppléments entiers. Je regrette, mais là, le scandale me paraît encore plus criant que les éventuelles désinformations contre lesquelles on pourrait, nous prémunir, de toute façon, si on le voulait. Bref, il n'y a que les grandes catastrophes qui valent. Alors le coût du déplacement du matériel si coûteux, ces grandes catastrophes valent qu'on s'intéresse éventuellement au tiers-monde. Là, c'est de nouveau la concrétisation de cette espèce de contradiction fondamentale qui était dénoncée ici. Mais alors, quand ces grands médias, donc je distingue bien des petits médias, ces grands médias, quand ils se déplacent, non seulement ils se déplacent et nous informent, ou nous désinforment plutôt, mais ils désinforment également les pays où ils se trouvent, parce qu'ils véhiculent là-bas des modèles qui sont souvent en contradiction fondamentale avec ceux qui structurent les sociétés qu'ils visitent, comme s'ils étaient des touristes en fait. D'ailleurs, les touristes font à peu près le même genre de mauvais effets. Donc, les médias des pays les plus pauvres, qu'ils soient d'un tiers-monde africain ou de ce qui était une espèce de tiers-monde politique comme les pays de l'Est, étaient devenus peu crédibles, évidemment, puisque dominés par les pouvoirs politiques. Ils étaient incapables de défendre donc des valeurs plus attirantes que l'occidental et capitaliste miroir aux alouettes. Donc, ils laissent le champ libre des informations politiques. Et c'est là le grand mérite du livre, est effectivement de rappeler que les maîtres en la matière sont les Américains avec Radio Free Europe et Voice of America, etc. Donc, si on en a vu en Roumanie, en Pologne, en Hongrie, l'impact de Radio Free Europe, j'aimerais bien qu'on se souvienne aussi des propagandes qui, pour moi, sont mortelles et qui ont été diffusées par Voice of America en Asie du Sud-Est. Et ces propagandes ont largement contribué au phénomène des boat people. Et des milliers de réfugiés croupissent toujours dans des camps. Maintenant que la politique américaine a un peu changé dans la région, on ne s'en occupe plus. C'est une création de la désinformation, en grande partie, et maintenant ils sont là, réfugiés, abandonnés par tous, par les mêmes effets, parce que la désinformation orchestrée s'est détournée d'eux. C'est aussi un scandale aussi grand, à mon avis, ou peut-être moins criant peut-être que la famine qui se passe maintenant. Donc une faiblesse politique, une absence de démocratie ont donc pour corollaire une presse faible ou soumise. La pauvreté d'un pays donc freine également le développement technique des moyens de communication, car il faut bien se rappeler que ces moyens de communication ne servent pas à véhiculer des informations événementielles ou des distractions, comme nous en avons pris malheureusement l'habitude. Ils servent également de moyens d'éducation du public, là où l'absence d'école et de possibilités de formation est cruciale. C'est un rôle que nous avons oublié, c'est un rôle qui, là-bas, dans ces pays-là, est absolument fondamental. Donc, la démocratie fait la valeur de la communication de masse. Ça paraît, me semble-t-il, assez évident.
Mais c'est aussi la valeur des communicateurs qui fait la valeur de la communication. Et donc là se situe la question de l'éthique professionnelle. Et moi, peut-être contrairement à Gérard de Sillis, je lirais l'éthique professionnelle et la qualification des journalistes. Ce n'est pas pour moi une question de statut et de paiement et de protection, etc. C'est une question vraiment de qualification. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ceux qui disent que n'importe qui peut être journaliste. Je crois que c'est un métier. On peut être communicateur, mais n'importe qui ne peut pas être journaliste. C'est un métier donc qui a ses exigences et ses éthiques, ses caractéristiques techniques aussi. Ça s'apprend. Je crois que tout le monde peut communiquer, mais comme tout le monde peut chanter, mais peu deviennent des chanteurs professionnels, si je peux dire. C'est la même chose pour le journalisme. Mais là également se situe une des contradictions de ce métier. Il est devenu donc beaucoup plus difficile techniquement. Il nécessite non plus des visions rapides et superficielles des problèmes, mais une spécialisation plus grande. Le public occidental a accès à beaucoup d'informations. Il est devenu plus exigeant sur la qualité de celle-ci. Du moins, le public intellectuel et politisé qui ne se contente pas de jeux TV ou de l'infospectacle. C'est vrai que je le respecte, ce public-là, mais bon, lui n'est pas très très exigeant et cela crée les problèmes dont nous venons de parler. Je crois qu'il reste plus particulièrement du côté de la presse écrite un public qui demande une information de qualité et qui proteste, et je suis mal payé pour vous le dire, qui proteste immédiatement dès qu'il y a une erreur quelque part. Mais je suis ravi de cette communication avec un public exigeant parce que cela nous sert à nous, en tant que journalistes professionnels, à soit rectifier le tir, soit à, disons, se montrer encore plus pointu. Malgré la difficulté fondamentale qu'il y a à être pointu sur une information, donc très précis sur une information, et en même temps lisible et très vulgarisateur. Et nous, tous les jours, nous sommes confrontés à cette contradiction, mais qui peut se résoudre par des techniques d'écriture, justement. Donc, c'est pour cela, c'est ce qui explique que de plus en plus, donc, les journalistes actuellement sont fermés dans des universités ou des écoles techniques supérieures pour y apprendre les principes de base de la rigueur intellectuelle et de la technique de communication, en principe, bien sûr. Il est vrai également qu'il risque d'être coupé de la base. Ça, c'est très vrai, ce que disait Gérard de Sillis. Les journalistes sont de plus en plus astreints à décoder les documents techniques afin d'expliquer soit les rouages de l'État, soit de l'économie, de la politique en général. Et c'est au détriment, quelquefois, et vraiment je ne peux que le regretter, au détriment de l'écoute attentive et de la transmission vers le haut, cette fois-ci, des revendications, des problèmes et des sensibilités du public. Donc à cela s'ajoutent dans nos pays les mauvaises gestions des journaux ou des moyens audiovisuels, les coûts accrus de l'imprimerie, de la diffusion, bref, de la fabrication de l'information, qui est devenue une courbe exponentielle affolante. C'est devenu épouvantable de se payer les moyens de communication. Et peut-être que c'est une tentative d'explication au fait que ce sont des vendeurs de béton qui peut-être peuvent encore s'approprier la mainmise sur ces moyens-là. Ce n'est pas une justification, mais c'est une explication et elle est dangereuse pour nous autres. Donc, comme on a moins de moyens, comme la fabrication coûte de plus en plus cher, comme il a fallu moderniser, comme il a fallu répondre soi-disant aux besoins du public qui nécessitait un meilleur papier, de plus belles photos, de textes mieux imprimés, etc., eh bien, on a rogné aussi sur la quantité du personnel. Et effectivement, de plus en plus, les journalistes sont confinés dans des salles de rédaction. Et là, malheureusement, je dois regretter le triste sort qui nous est arrivé à la Cité, parce que c'est exactement de 16 journalistes dans un quotidien, et 16 était déjà un exploit, on est arrivé dans un Lodin à 4 journalistes plein temps. Maintenant, on est 5 depuis un mois, avec des collaborateurs extérieurs, bien entendu, manipulables, taillables et corvéables, à merci. Et là aussi, on peut reparler alors de la qualification et du statut du journaliste, parce qu'on emploie de plus en plus de gens, de freelance très mal payés, de gens qui ont des statuts absolument invraisemblables, et qui évidemment sont beaucoup plus vulnérables que les journalistes professionnels, qui ont en principe une défense que certains taxent de corporatistes. Mais c'est facile de taxer de corporatisme une défense qui pourrait servir au contraire à permettre une meilleure qualité de l'information. Alors là, c'est encore un de ces paradoxes. Donc de toute façon, le livre Média Mensonge a raison d'attirer l'attention sur ce point, sur cette faiblesse. Mais on ne peut pas nier non plus que l'information est devenue plus complexe, donc plus difficilement lisible par le grand public. Et cette opacité intéresse d'ailleurs aussi les pouvoirs politiques.
Les journalistes qui veulent vraiment informer autrement doivent toujours mener un combat afin d'arracher des informations de base à ces mêmes pouvoirs politiques. Ou alors, effectivement, comme Gérard l'a dit, certains journalistes, soit parce qu'ils sont peu nombreux, soit parce qu'ils sont peu libres de s'exprimer, soit parce qu'ils sont peu motivés pour les raisons que je vous ai dit, se contentent de recopier les dépêches de l'agence officielle de presse ou les communiqués de ministères, des grandes entreprises et des groupes de pression. Là aussi, théoriquement, il faudrait alors faire un autre débat pour analyser la différence entre l'information, les relations publiques, la publicité, évidemment. C'est un des débats fondamentaux auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Mais encore une fois, je rappelle, ça ne se passe pas dans toutes les pages de tous les journaux. Il faudrait apprendre à lire toutes les nuances. Je pense que le public, et certaines écoles d'ailleurs, certains professeurs le font, apprennent à leurs enfants à lire un journal et à essayer de décoder les nuances, à faire des comparaisons et à apprendre l'esprit critique. Je pense qu'il y a un danger à sans arrêt crier haro sur la presse en général, comme on le fait maintenant. Très bien de lancer des cris d'alarme comme Média Mensonge le fait, mais je crois qu'il faut dire aussi au public que la presse lui appartient et que la presse est difficile et que la presse est un garant de la démocratie. Gérard a bien fait de rappeler que la première offensive des pouvoirs publics est celle des libéraux en 85, qui voulaient faire de la RTBF un antre de gauchistes. Je ne sais pas ce qu'est devenu à présent la RTBF, après tant d'années de désinformation. Mais voilà, je pense que critiquer doit être aussi constructif et doit être mobilisateur également. Or, certains, dans les pouvoirs publics actuellement, prennent prétexte de certaines affaires, entre guillemets, pour faire taire la presse. Je tiens quand même à dire qu'il y a eu des pressions énormes sur des journalistes de la RTB, comme par hasard, à Liège, à propos des affaires closes, gestion de Liège, Benoît de Bonvoisin et autres. On va jusqu'à désigner qui devient directeur de centre, un parti politique va jusqu'à désigner qui est un directeur de centre. Je pense qu'il serait grand temps d'attirer l'attention du public sur cette mainmise politique des partis politiques sur les moyens d'information. Je crois qu'ils ont compris plus vite que le public, et le public politisé, ils ont compris bien plus vite quelle était l'importance et l'intérêt de mater ces journalistes, d'abord de mater les directeurs de presse. Avant de parler des journalistes, je pense qu'il faut d'abord parler de ceux qui ont la mainmise et le pouvoir là-dedans. Ils sont beaucoup plus vulnérables que le simple journaliste, je tiens aussi à le dire. Alors j'aimerais bien aussi que le consommateur se dise qu'il n'a jamais été aussi riche en matériel d'information de base. Alors je regrette d'entendre que souvent on dise « Ah non, j'ai plus le temps de lire un journal, je n'ai plus le temps de faire ceci, je n'ai plus le temps de faire ça », c'est-à-dire d'apprendre à devenir un bon consommateur de la presse et des médias en général. Moi je regrette, mais quand je vais en Grande-Bretagne, je constate que beaucoup de gens, la plupart des gens du grand public, lisent un, voire même 2 journaux par jour. Pour eux, c'est une habitude de lecture qu'apparemment on a perdue en Belgique du moins. Ce qui explique aussi la disparition de certains des titres de presse. Je pense qu'il faut réhabiliter le travail d'abord de consommation des médias, mais de consommation non pas passive, mais de consommation critique. Alors bon, ma conclusion est une conclusion très modeste parce qu'elle reprend un peu aussi ce qu'on a dit dans ce fameux rapport de Sean McBride, c'est que plus que jamais, il faut une éthique. Alors non pas uniquement du journalisme, mais de la communication. Il faut la rigueur et la vérification des informations, mais aussi la fin de la course à la vitesse. Pour reprendre le rythme de l'information en profondeur, la course à la vitesse nous a été imposée pas par des médias comme CNN, qui c'est un scandale du genre. Ça m'est parfaitement égal, moi, d'avoir l'information en temps réel. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est d'avoir la compréhension et les explications de l'information qu'il faut exiger. Et il faudrait que le grand public apprenne à ne pas considérer la course à l'information comme un match de foot ou une course de chevaux. On les achève aussi, les chevaux, malheureusement. Ben, ici, on est en train d'achever le journalisme de vérification, de rigueur, de profondeur.
Donc, je pense que le public a vraiment raison de critiquer le monde de la presse et des médias, mais je pense qu'il a son rôle aussi à jouer en soutenant ce qu'il y a de meilleur dans les médias, de manière donc très constructive, et en apprenant aussi à les utiliser, à les consommer, à travailler avec eux. Et alors enfin, moi je maintiens qu'il faut participer au développement équilibré des moyens de communication dans le monde, avec la priorité pour les pays les plus défavorisés. La famine est une urgence, mais il y a des famines intellectuelles, il y a des pauvretés intellectuelles qui sont entretenues. Et moi, je trouve que dans tous les programmes de développement, d'entraide et de partenariat au développement, parce que je ne vais pas parler d'aide au développement, mais d'entraide et de partenariat au développement, il faut inclure les dimensions de communication, de développement des moyens de communication. Et un développement... Parce que les gens ont besoin non seulement de développement agricole, économique, politique, etc., mais ils ont besoin d'un développement culturel, mais qu'ils maîtrisent eux-mêmes, bien entendu. Alors s'il y a une entraide au point de vue technique, mais que le développement culturel se fasse à leur mode, comme nous avons créé notre développement, et comme nous le critiquons, et comme nous le remettons en question, heureusement, sans arrêt. Voilà. Excusez-moi. Merci aux trois orateurs. Je propose que l'on entame immédiatement le débat, puisque le temps passe. Alors, on va commencer tout de suite, question par question. Si on doit procéder par la suite autrement, en regroupant les questions, on verra bien. Et donc, posez vos questions. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord sur l'importance de la concentration au niveau financier et d'une certaine pauvreté de moyens qui sont offerts aux journalistes. Mais je pense qu'il ne faut pas exagérer cet aspect-là des choses. Et je pense que quand on a vu ce qui s'est passé à Timișoara, on voit que ce n'était pas là le manque de moyens, ni le manque de liberté qui a fait que les informations que nous avons reçues étaient fausses. Au contraire, les journalistes ont rarement pu agir aussi librement que ce qu'ils ont pu faire en Roumanie. Pourtant, beaucoup d'informations étaient basées sur des rumeurs, etc. Donc ça, dans plusieurs journaux par la suite, un mois plus tard, les journalistes ont fait leur mea culpa, si je puis dire, sur ce sujet-là. Donc c'était ni le manque de moyens, ni le manque de liberté dans ce cas-là qui a fait que les journalistes ont donné des informations fausses. C'était, à mon avis, plutôt un certain climat qui empêchait les gens de voir ce qui se passait réellement. Et je pense que il fallait à ce moment-là, il fallait se mettre en dehors de ce climat pour pouvoir constater quelque chose que n'importe quel médecin qui voyait les photos pouvait voir, c'est-à-dire que ces cadavres étaient des cadavres d'autopsie. Donc je pense qu'il faut se poser des questions là-dessus. Donc se demander quelle relation un certain cadre de pensée a avec la façon dont on regarde les informations. Et dans ce contexte-là, je voudrais demander à Gabriel Lefebvre, donc je voudrais revenir quelques années en arrière, à l'affaire des CCC, parce que c'est une affaire qui a été très très controversée en Belgique, et je pense que votre journal a été à l'époque un des seuls, ou le seul peut-être, à donner une information qui était cohérente sur ce sujet-là. Et je voudrais savoir, à votre avis, comment ça se fait que la Cité était capable de donner cette information-là et pas d'autres journaux. Ah, ben voilà. Ça c'est le grand avantage de la pauvreté. Je ne suis pas journaliste. Oui.
Je ne suis pas journaliste du judiciaire. Et c'est vrai que, bon, comme je vous l'ai dit, il y a toutes sortes de journalistes et dans tous les journaux, il y a des différences de page à page, de rubrique à rubrique. Il y a des différences d'état d'esprit, de mentalité. Et c'est bien qu'il y ait cette mouvance. C'est vrai, moi, je suis pas du tout une journaliste de judiciaire. D'ailleurs, c'est un monde qui n'est pas très joli, il faut reconnaître. Je parle du monde des enquêteurs, des policiers en général et tout ça. Et comme je n'étais pas tous les jours à la conférence de presse du parquet, comme je n'étais pas tous les jours soumise à des informations d'informateurs. Je lisais la presse très attentivement. Je n'étais pas prise non plus dans la course à la vitesse, comme ce qui a tué les gens à Timisoara, si j'ose dire. Enfin, l'information à Timisoara, c'est la course à la vitesse, à mon avis. Je n'étais pas prise ça parce que je pouvais me prendre la distance, cette distance de l'opinion et de la critique. Et en fait, la situation était très simple. Et beaucoup de mes collègues n'aiment pas du tout ce que je dis là. C'est que je lisais toute la presse et je comparais. Et j'essayais de repérer qui informait qui. Enfin, quel service de police a informé quel journaliste, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors, j'essayais de décoder, de réfléchir à ça, et d'en discuter, parce qu'avec quelques collègues quand même d'autres journaux, et tout à fait honnêtes, qui savaient aussi prendre de la distance, et comme moi j'avais de la liberté dans mon pauvre petit journal, probablement parce qu'il n'est lu par personne, donc j'avais plus de liberté, donc je me permettais de dire, sous forme d'hypothèse, bien entendu, puisque je ne suis pas un journalisme de faits et d'événements, donc je faisais un journalisme d'hypothèses, tout simplement. Et on m'a beaucoup critiqué, mais effectivement, quand on prend de la distance, beaucoup de choses apparaissaient invraisemblables. Et les désinformations et les manipulations apparaissaient tout à fait évidentes. Alors voilà, c'est très simple, mais c'est peut-être là le seul avantage de la pauvreté des moyens et de la liberté qui s'ensuit. Il n'y a pas de miracle ni de super-intelligence, et je n'étais pas super bien informée, je vous l'assure. C'est la presse elle-même qui m'a informée. Gérard voudrait intervenir également. Oui, après l'intervention de mon éditeur, c'est la dame qui a parlé, là, et dont je parlais tout à l'heure, ça me donne l'occasion de citer quelqu'un dont je n'ai pas parlé dans le livre, qui est Michel Montmorency, qui n'est pas un journaliste qualifié, selon les normes admises en Belgique. Il est journaliste à Solidaire, et lui aussi a écrit une partie importante du livre sur tout le mécanisme de manipulation de Timisoara à partir de la lecture d'articles et de textes. Il a été en Roumanie, mais pas lors de la Révolution, je suis bien informé. Et donc il a fait une analyse des textes qu'on recevait ici, et de ce qui se disait, et des contradictions dans la presse bourgeoise. Donc il est arrivé à des conclusions justes à partir de l'analyse de la presse. Et ce que je voulais dire aussi, il ne faut pas être journaliste qualifié pour faire de la bonne information, et ça me paraît d'ailleurs dangereux de dire qu'il faut être journaliste qualifié pour faire de la bonne information, parce que l'épouvantable information qui nous bombarde actuellement est en général fabriquée par des journalistes qualifiés. Donc il faudrait essayer de définir ce que c'est qu'un journaliste qualifié. Moi, je crois à l'éthique professionnelle. Mais oui, mais alors il n'y en a pas beaucoup qui répondent à l'éthique professionnelle. Oui, mais je n'ai pas dit que tous répondaient. Donc ça c'est un problème. Et je voulais dire aussi qu'il n'y a pas que le reporter de terrain comme Roger Job, comme Colette Brackman. Il y a aussi toi qui cherches, qui lis les articles et qui fait des comparaisons. Il y a aussi la recherche en bibliothèque. Je n'ai pas pu m'occuper de la guerre du Golfe pendant quelques mois parce que j'étais occupé à ce livre infernal sur la presse. Mais j'ai découvert en cherchant très peu longtemps dans les bibliothèques que l'embargo dont on parlait depuis le mois d'août contre l'Irak, il n'existait pas. Nulle part dans les résolutions du Conseil de sécurité, je n'ai trouvé le mot embargo. Par contre, dans les résolutions du Conseil de sécurité, la 661 et la 665, qui organisent la fermeture des frontières de l'Irak, tout ce qui est dit sur cette fermeture correspond à la notion de blocus. Alors, ce que j'ai fait, j'ai été regarder dans l'encyclopédie universelle, à blocus, et la première chose qui est écrite sur blocus dans l'encyclopédie universelle, c'est que c'est un fait de guerre. Un fait de guerre. Que dans les traités internationaux et les conférences internationales, Utrecht, Paris, au début du 19e siècle et tout ça, il était toujours fait mention du blocus comme fait de guerre.
Bon. Dans les deux résolutions, 661 et 665, on ne parle ni d'embargo ni de blocus, mais la définition qui est donnée, les moyens mis en place pour fermer les frontières de l'Irak, c'est la définition exacte du blocus. Les deux choses qui manquent, c'est le mot blocus, ou le mot embargo, et le mot guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand on a décrété ce soi-disant embargo, que toute la presse a repris, sans lire, je suppose, les résolutions. Parce que si un journaliste un peu malin, je ne suis pas très malin, avait lu comme moi les résolutions, il aurait quand même remarqué qu'on ne parle pas d'embargo, et donc ce n'est pas un embargo, c'est quelque chose d'autre. Surtout si ça répond à une autre définition. Eh bien, ce travail n'a été fait par personne. Étonnement. Ils ont eu 6 mois ou 7 mois pour le faire, et ils ne l'ont pas fait. Mes collègues qualifiés. Ben, je trouve ça consternant. Consternant. On a décrété un blocus contre un pays, donc un fait de guerre contre un pays, au mois d'août, et personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. C'était déjà la guerre à ce moment-là. C'était un exemple comme ça en passant, si vous voulez, j'en ai d'autres à vous servir. Un instant. Monsieur là-bas. Oui, si les intervenants veulent bien se lever, la voix porte mieux ainsi. Donc je disais jusqu'au début des années 80, quand on parlait de médias, on entendait, on comprenait moyens de communication et tout. C'était entre autres transmettre des informations. Si pas objectives, qui au moins permettaient au public d'agir en connaissance de cause, quand on était syndicaliste, on avait des analyses sur la vie économique, etc. Maintenant, quand on parle médias, on comprend plutôt support publicitaire. Quand on parle communication, on comprend marketing ou publicité. Donc, même chose, les radios associatives sont les dernières à avoir les auditeurs, les autres, y compris la RTD, ont des parts de marché. Alors, est-ce que la situation décrite dans le livre est liée à cette commercialisation du Est-ce que c'est indépendant Bon, j'explique dans le livre que d'abord l'information est une industrie, est devenue une industrie. La preuve, c'est la voracité avec laquelle les grands patrons d'entreprises multinationales se précipitent sur le secteur des médias pour faire de l'argent. Et ce que je déplore dans le livre, c'est que les journalistes, parce que les médias, l'information, elle se vend si elle est crédible. Bon, les journalistes savent en général, s'ils sont un peu honnêtes, qu'ils ne sont plus très crédibles. Ils servent donc d'alibi à des entreprises, à une industrie dont le but est de faire de l'argent, qui se base sur leur crédibilité qui n'existe plus. Il y a comme un problème. Alors, toutes les nuances entre communication et tout ça, on peut en parler longtemps, mais le fond est là. Le fond est là. C'est une industrie, c'est fait pour faire de l'argent, et alors les Lacités ou les RTB qui ont parfois des émissions un peu différentes, et la Cité parle ou écrit un peu différemment des journaux commerciaux, c'est vraiment l'exception. C'est vraiment l'exception. L'industrie est de plus en plus aux mains de patrons qui ont de plus en plus les mains sur cette industrie et qui ne se gênent plus pour faire n'importe quoi avec comme argument de vente, pas que la peinture est belle, mais que c'est crédible. Voilà. Là aussi, c'est consternant. Tu veux? Non, Un instant, madame, là-bas d'abord. Vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Poser une question à... Vous parlez. Gabriel Lefebvre. Oui, Gabriel Lefebvre. Vous avez terminé en disant que, je suis tout à fait d'accord, que c'est le public qui doit aussi faire la presse et aider à ce que cette presse soit la plus honnête possible. Seulement, si vous pouvez me répondre, qui est-ce qui décide quand le public, par exemple, lit ou voit des photos, etc., avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, et apporte une preuve que, ou bien soit pourquoi ils ne sont pas d'accord, soit une autre preuve, qui décide au journal de oui ou non publier la lettre ou la réponse? Parce qu'il y a aussi le fait qu'on a beau vouloir le faire, on n'a jamais une réponse. Et aussi, pendant des années, je me suis occupée d'essayer d'informer le plus possible le public au niveau du Vietnam, pendant 15 ans, et je sais que j'ai organisé pas mal de conférences de presse, auxquelles, si ce n'est la Cité et M. Dessélis et 2 ou 3 autres au maximum, je pourrais les dire à l'avance qui allait être là, jamais je n'ai vu la presse. Il y a eu des choses en France qui ont été faites extraordinaires par un certain Roger Pic,
qui est connu de la presse, et qui avait invité 10 anciens GIs américains en 73, tous d'ailleurs mutilés, etc., mais qui s'étaient révoltés contre la guerre, qui faisaient une tournée et qui ont même été arrêtés en retournant en Amérique. Toute la presse d'Europe était là, sauf la belge. J'ai téléphoné à l'agence belga de Paris, ils ont refusé de passer même un élément, alors que ça a été 3 jours d'une conférence extraordinaire, nous étions 150. Qui est-ce qui, à ce moment-là, bon, qui décide de ça? Ça, je n'ai jamais su. Où est celui ou la personne qui a le droit de dire non, ça on ne passe pas, là on n'envoie personne. Les journalistes ont le droit de recevoir une invitation à une conférence et de dire j'y vais ou je n'y vais pas. Ou doit-il passer par... Ça dépend, oui, encore une fois, c'est très complexe et c'est très diffus. Au plus l'entreprise de presse est grande, au plus la structure est forte et les systèmes sont hiérarchisés. Alors je suppose que Gérard pourra vous raconter ce qui se passe dans la grande boîte qui est la RTBF. Moi, je n'ai jamais travaillé dans un grand journal, mais j'ai beaucoup de collègues que j'estime évidemment énormément et qui se confient, n'est-ce pas, beaucoup à moi, sur les blocages qu'ils ressentent. Bon, moi j'ai mon seul blocage, c'est l'absence de moyens financiers, donc je ne me déplacerai pas nécessairement, sauf si j'ai vraiment envie, je paierai moi-même, etc. Bon, ça m'est arrivé plus qu'à mon tour, ce genre de choses. Dans les grands journaux, ils sont coincés par le système de la hiérarchie de la structure. D'abord, leur propre père, qui disent oui mais bon si tu vas sur tes jours de vacances pour faire quelque chose qui te plaît vraiment, etc., tu nous donnes mauvaise conscience et à la limite tu ne respectes pas alors là la différence entre l'éthique et le statut, tu ne respectes pas le statut alors qu'ils respecteraient peut-être leur éthique professionnelle, et là on en arrive bien à cette nuance là. Ensuite, ça dépend du chef de service, évidemment. Hein. Bon, le soir, ils sont 85 maintenant. 85, c'est structuré donc en il y a des subdivisions. Il y a l'infogéné, il y a l'étranger, il y a le politique et social, il y a l'économique, et c'est chaque fois des petites structures, donc avec des chefs et des sous-chefs, quoi. Il y a le secrétaire de rédaction, il y a les adjoints au secrétaire de rédaction, il y a les chefs de rubrique. Bon, et puis il y a toute l'infrastructure qui organise ça, et qui est très très lourde. Il faut se rendre compte que c'est un nombre assez impressionnant de pages avec des éditions et un nombre de publicités à gérer et des photos, enfin une lourdeur technique qui d'ailleurs est en train dont ils ont beaucoup souffert récemment, puisqu'ils ils ont acheté à grands frais des superbes imprimeries les plus modernes d'Europe et qui fait qu'ils doivent s'imprimer beaucoup plus tôt qu'avant, donc ils n'ont plus les dernières nouvelles comme auparavant, et ils ont des problèmes techniques épouvantables avec des diffusions qui ont été freinées, bloquées, ils ont perdu des lecteurs à cause de ça. Bonjour la technique, hein. Là elle a limité la possibilité de presse, et comme on a investi beaucoup dans la technique et ça coûte très très cher et que les rentrées publicitaires ne sont pas toujours équivalentes au coût que cela suppose, et à l'entretien de tant de journalistes et à une politique un peu de prestige aussi, et qui fait qu'on soit très présent sur l'Europe peut-être plus que sur le tiers-monde, bon, il y a des choix financiers, quoi. Vous voyez, je crois qu'il n'y a pas une personne, il n'y a pas une décision, il y a quelquefois l'absence peut-être effectivement, c'est vrai, il y a l'absence de volonté de certains journalistes à la base qui pourraient peut-être un petit peu faire un peu plus pression, mais moi j'en connais d'autres qui se bagarrent. Enfin, c'est vrai, enfin, je la citerai parce que vraiment j'admire beaucoup ce qu'elle fait, mais une fille comme Martine Van de Meulebroek qui dans le soir suit tout le thème de l'immigration, etc., je ne sais pas si vous imaginez un instant et une seconde le genre de pression, d'insulte, de réprobation qu'elle a eu au sein même de son propre journal, parmi ses chers collègues, qui ne sont quand même pas tous d'esprit très ouvert concernant ce problème de changement de société et de mutation de société. Mais une fille comme ça, elle s'est bagarrée. Mais elle s'est bagarrée, enfin franchement, c'est héroïque, hein, quelquefois. Une fille comme Colette Brackman aussi se bagarre pour apporter une autre forme d'information. Et je signalerai en passant que c'est quand même beaucoup de femmes qui font ça. Je dis ça et je refermerai la parenthèse. Donc c'est ça que je voulais dire en disant que dans le même journal, il y a des réacs, il y a des progressistes, il y a des courageux, il y a des conformistes, mais effectivement, il arrive quelquefois qu'il y ait des chefs alors là qui disent ah non, ça on veut pas. Même Colette, qui a pourtant beaucoup d'ancienneté, de courage, de talent, et aussi qui est connue du public, qui est appréciée du public, même une fille comme ça, on lui a déjà refusé des choses, des reportages ou des sujets qu'on estimerait peut-être moins importants. Donc, je crois qu'il faut être très très nuancé, c'est ce que je me suis efforcé de dire dans cette petite intervention. Autant je partage toutes les critiques, et, enfin vous le sentez bien, mais je pense qu'il faut bien trouver où se trouvent les blocages et qui il faut attaquer, mais qui il faut soutenir aussi. Et disons, le premier soutien, c'est d'abord l'achat. Pour nous, c'est le chiffre de vente. Hein.
la crédibilité ne fait pas le chiffre de vente. Hein. Un journal qui est chiant comme le nôtre, effectivement, ne s'est jamais bien vendu. Mais enfin, bon, il était à peu près le seul à donner une information différente. Mais ça ne plaît pas au grand public. Je crois il y a ça aussi. Dieu sait si je suis loin d'être une libérale, mais effectivement, il y a la loi du grand public. Et là, on était coincés. Et je crois qu'il y a eu cette conjonction. Excusez-moi, mais cette conjonction de moyens techniques qui sont devenus extraordinairement coûteux, le prix du papier, une augmentation de prix de papier, ça nous faisait perdre à chaque fois des dizaines de lecteurs. Puisqu'on était chaque fois obligé d'augmenter d'un franc, le coût du journal. Alors merde, moi je vois des gens qui dépensent jusqu'à 70 balles pour un paquet de cigarettes et qui hésitent à acheter 22 francs un journal, je regrette. Hein. C'est en ça que je fais appel aussi au public. Si on ne nous achète pas, on ne vit pas. Point, c'est time. Et c'est ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas être plus clair. Moi, Gabriel fait dans la dentelle, moi pas. Alors je veux dire que d'abord les goûts du public, quand on invoque les goûts du public, je sors toutes mes armes, donc je les sortirai plus tard, parce qu'on ne les connaît pas les goûts du public, on le méprise en général dans les journaux. Mais, non, mais ça, je peux vous donner 3 millions d'exemples. En général, on les méprise. Et la grande majorité des journalistes méprisent totalement le public. La seule chose qui compte éventuellement, c'est l'audimat, et on est prêt à n'importe quoi pour faire grimper. Si. Et si la cité ne se vend pas, c'est pas parce que le public n'aime pas la cité, c'est parce que le public ignore la cité. Et si le public ignore la cité, c'est que la cité n'a pas les moyens de se faire connaître comme les autres journaux. Donc il faut entrer dans le système capitaliste de la promotion du marketing. Pas du tout, mais on en parlera entre deux yeux. Mais je vais vous citer deux exemples, deux exemples, et puis je vais essayer de faire une synthèse de ces deux exemples. Quand je suis entré à la RTB, quelques mois plus tard, il y a eu la grève des femmes de la FN. Grève célèbre à l'époque, et il se fait que mon rédacteur en chef était l'époux du porte-parole de la FN, du patron de la FN. Madame Janine Lambotte, à cette époque-là, qui avait fait de la télévision, et épousé Pierre Bones, qui était mon rédacteur en chef, était l'attachée de presse de la FN. 3 fois par jour, elle envoyait un téléx au journal parlé, à son mari, qui venait déposer le téléx devant moi, et qui me disait « Coco, tu lis ça ». Et moi, je disais « Coco, non ». Eh bien, j'ai eu beaucoup d'ennuis, n'est-ce pas? J'ai été déplacé du journal parlé. Mais j'ai pas passé les téléx Coco. Donc ça, c'est une pression directe. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il est clair que dans un journal, et plus le journal est important, plus on y prend soin, on ne met pas au poste clé n'importe qui. Il y a des journaux importants en Belgique qui sont dirigés par des avocats d'affaires, enfin des ex-avocats d'affaires qui ont beaucoup de relations dans les milieux d'affaires, n'est-ce pas? Donc on ne va pas déranger. Bon, ça c'est une chose. Alors, sur le problème important, qui est le problème, Gabriel parlait des pairs, c'est pas père et mère, c'est pairs, les gens avec qui on travaille, nos confrères et consoeurs. Il y a aussi une ambiance de travail, il a la chance de ne travailler qu'avec 4 personnes. Parce que si on se tire la gueule, on peut encore s'éloigner et tout ça. Mais moi, je travaille avec des centaines de personnes. Et quand ils me tirent la gueule, autant vous dire que c'est pas gai. Quand le livre est sorti, j'ai eu droit à 1 mois de silence total, même plus. Pas bonjour, pas au revoir, rien. Il faut avoir le moral. Alors j'ai discuté avec mes collègues, une trentaine de mes collègues, à Rome, à l'occasion d'un sommet européen au mois d'octobre, au cours duquel il ne s'est rien passé. Et comme il ne se passait rien, mais qu'il y avait quand même 2000 journalistes sur place, ben ils ont inventé que Margaret Thatcher était très fâchée contre ses 11 partenaires et vice-versa. Et le sommet du mois d'octobre de Rome est devenu un grand conflit entre Margaret Thatcher et les 11 autres. Et en fait, on savait depuis des années qu'il y avait un problème. Et sur le sujet qu'on avait ressorti à ce moment-là, on le savait depuis le mois de décembre 89, depuis le mois de mars, décembre, sommet de Strasbourg, mars, sommet de Dublin, et on a ressorti des vieilles copies qu'on a réchauffées et qu'on a servi comme ça au public. Alors, dans le bus qui nous ramenait à l'aéroport, j'ai demandé à mes confrères, mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous savez que ce que vous avez écrit, c'est de la salade, c'est pas vrai. Et là, ils m'ont expliqué, quelques-uns comme ça, mais c'était l'avis presque unanime, que s'ils rentraient à Bruxelles, dans leur rédaction,
et qu'ils devaient justifier d'avoir écrit des articles qui n'étaient pas les mêmes que leurs confrères des autres journaux, on les regarderait de travers et qui seraient mal vus et que ce serait désagréable pour eux. Et que le problème du consensus dans le milieu de travail était très important. Et comme mes confrères journalistes, pas tous heureusement, n'est-ce pas Gabriel, sont des gens très fragiles psychologiquement, voilà. Mais je vous raconte ça parce que c'est presque anecdotique, mais c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Beaucoup de journalistes ont raconté qu'il s'était passé, enfin, ont raconté l'histoire du charnier de Timisoara parce qu'il était mieux d'écrire ce que les autres disaient. Et quand dans le livre je parle de l'effet Hilton où deux agences de presse, Reuters et AFP, sont dans le même local, dans le même hôtel, l'Intercontinental à Bucarest, et se regardent, leur copient les uns sur les autres, ils se font concurrence, pas sur le terrain, à table. Et bon, alors eux, ils envoient des mensonges dans les rédactions. Dans les rédactions, on lit les mensonges d'AFP et Reuters, c'est écrit noir sur blanc, et quand l'envoyé spécial téléphone en disant « j'ai pas vu ça du tout », on lui dit « Coco, tu m'écris ça quand même ». Ou bien s'il l'envoie, il y a un journaliste de Libé à qui c'est arrivé, il a envoyé un truc disant « c'est pas vrai », et à la rédaction, on a sucré son papier. On a écrit ce qui avait été écrit par AFP et Reuters. Donc il y a... Mais bon, ça c'est presque à la limite de l'anecdotique, mais c'est explicable par le mécanisme qui a été mis en place par les patrons des multinationales. Il y a une terreur diffuse qui règne dans les rédactions. Il y a des tas d'autres mécanismes. Mais et quand je dis terreur diffuse, c'est vrai. On peut avoir des ennuis épouvantables quand on est journaliste comme n'importe quel employé de n'importe quelle entreprise. Le harcèlement administratif, ça existe dans tous les ministères, ça existe dans les écoles, ça existe partout. Un professeur qui reçoit une note ou une convocation chez son directeur tous les jours, il finit par craquer ou bien il finit par flanquer son poing dans la gueule du directeur. Il se passe quelque chose, quoi. Donc, bon, c'est très important. Et je crois que le patronat, y compris le patronat du service public qu'est la RTB, qui copie ses méthodes de travail sur le patronat privé, exerce une pression considérable sur ses journalistes. Et qu'à la fin, c'est tellement difficile de résister qu'on finit par dire ce qu'il faut dire. Et je ne vais pas vous faire de dessin, il y a eu des tas de journalistes dits de gauche ou gauchistes à la RTB, il n'en reste plus beaucoup, hein. Mais ils n'ont pas disparu, ils sont toujours employés par la RTB, ils ont toujours l'antenne, ils font toujours l'antenne. Pourquoi ils disent plus la même chose qu'avant? Et c'est pas seulement à la RTB, c'est partout. Si vous donnez la cassette à la RTB, attention. Hein. Madame a une question, là. Oui? Je voudrais insister, c'est important d'attirer l'attention sur les omissions, les erreurs, quand il s'agit d'événements comme les guerres, les famines. Mais il y a un mensonge permanent qui est au niveau de l'économie. Par exemple, quand il y a des réunions du GATT, on ne connaît pas les rapports sur lesquels les gens qui participent à ces réunions basent leurs décisions. Tous les faits économiques importants qui décident s'il y aura une famine ici ou une famine là, nous ne les connaissons pas. Et je pense que les journalistes, vous avez une responsabilité d'attirer l'attention sur les secrets au niveau économique. Et aussi la manière dont on présente d'une manière tellement mensongère des faits, par exemple, comme le déficit des États-Unis qui ne compte pas, et le déficit du tiers-monde qui, en réalité, ne devrait pas exister parce que nous leur devons tout ce que nous leur avons pris. Et il y avait autre chose que je ne sais pas à qui vous adressez. Si c'est à moi, j'ai pas de commentaires. Je vous félicite. Je l'aurais dit à votre place et je trouve que c'est très bien. C'est tout à fait dans la dentelle, alors. Allez, De nouveau dans la dentelle. Pour le GATT, j'ai suivi le GATT, n'est-ce pas? Et à la fin du GATT, on a reçu un gros document qui était l'accord. L'accord qui n'a pas été ficelé puisque l'Europe, les États-Unis sur l'agriculture, tout ça. Ça, c'est une belle excuse, mais enfin bon. En fait, il n'a pas été ficelé parce que c'était mieux de s'arranger à Genève, à l'abri de tous les regards pour bien rouler les pays du tiers-monde. Enfin bon. Eh bien, le rapport, on l'a reçu. Et nous étions combien là 4000 journalistes. J'ai demandé à tous les journalistes que j'ai vus, japonais, américains, que je connais, français, il n'y avait que les journalistes du tiers-monde qui l'avaient lu. Mais eux, les autres, non.
Alors ils écrivaient, ils tartinaient à longueur de journée sur le GATT et la négociation, ils n'avaient jamais lu le rapport. Jamais. C'est tout ce que je voulais dire. Dentelle. Encore une fois, je parle à la dentelle. Moi, je vais faire dans la dentelle, mais en avouant mon ignorance concernant le GATT, puisque je n'y étais pas et que je n'ai pas suivi ça. Donc, je ne parlerai pas du GATT en tant que tel. Mais il me semble quand même que j'ai pu lire, même dans la grande presse commerciale belge, des séries de dénonciations sur les mauvais fonctionnements ou les dysfonctionnements du FMI, etc., sur les manipulations économiques, sur la désinformation qui a été faite, sur la misère du tiers-monde et les mainmises économiques sur la plupart de ces pays en voie de développement. J'ai vu ça, j'ai lu tout ça. Donc je ne comprends pas. Il y a des contestations qui sont exprimées, qui sont développées quand même dans la presse. Pas évidemment au même niveau que ce que vous pourriez éventuellement suggérer, mais moi j'ai vu ces contradictions et je l'ai lu, et pas chez moi d'ailleurs, parce que là on n'a pas tellement de grands spécialistes économiques, mais dans d'autres journaux belges, francophones de grande taille. Donc je ne vois pas, enfin, mis à part le cas particulier du GATT, je voudrais dire que, en fait, comment est-ce qu'on fonctionne aussi? On ne fonctionne pas uniquement sur base de téléx, de dépêches de grandes agences. Il faut quand même dire que la plupart des journaux sont soumis à tous les groupes de pression, quels qu'ils soient. Et groupes de pression, ça a pour moi une valeur de bouillonnement démocratique également. Il y a des grands groupes de pression qui ont les grands moyens financiers, qui peuvent faire un matraquage ou du chantage à la publicité, mais il y a les petits groupes de pression qui sont tout l'éventail de la vie associative, par exemple, et qui est capable d'apporter les informations contradictoires. Et dans ces groupes de pression, moi je compte aussi toutes les grandes agences ou associations pour le développement. Si on revient au thème du tiers-monde, par exemple, moi il me semble que j'ai vu des rapports en long, en large et en détail par le CNCD, par Oxfam, par Entraide et Fraternité, enfin, par tout ce que vous pouvez imaginer, qui décortiquait tous ces systèmes, et tout ça a été développé et écrit, bien entendu, avec moins d'importance que pour les problèmes idiots des fourrons. Mais bon, ça a été dit, on ne manque pas d'informations. Je pense que là, je ne vous suis pas. Je crois que chacun peut pouvoir s'exprimer. Je reviens donc à ma théorie, qui n'est pas qu'une théorie, qui est une réalité, c'est que le public qui s'exprime par le biais de ces associations trouve et obtient des moyens de s'exprimer dans la plupart des médias, voire même des grands médias. D'après ce que j'ai pu constater, je n'ai pas fait une analyse exhaustive ni bien mesuré tout, mais il faudrait peut-être que des scientifiques, au fond, on peut faire appel aux scientifiques pour mieux analyser ça. Ça nous aiderait. Je vais donner la parole, mais avant, je vais dire, bon, il faut faire un comptage. Tu es journaliste, tu lis les journaux et tu ne lis pas de la même manière que le public qui en général lit un journal ou deux. Toi tu les lis tous et tu trouveras finalement un article qui dit que les États-Unis sont plus endettés que 3 fois tous les pays du tiers-monde à la fois. Tout le monde l'a dit bien sûr, mais pas en première page, pas avec la même fréquence que sur l'endettement des pays du tiers-monde, de manière tout à fait différente. Moi je n'ai lu nulle part dans le GATT de critiques sérieuses du GATT, dans les journaux de critiques sérieuses du GATT, du fonctionnement de l'Uruguay-Ronde. Je n'ai lu ça nulle part. J'ai entendu à la RTB. C'est moi qui le disais. Mais bon. Dans les journaux du tiers-monde aussi. Mais c'est une question, il y a à la fois une question de mise en place. Bon, je veux une histoire, encore une anecdote. Avant l'affaire de Timisoara, il y a eu l'affaire de cette ville, l'ancienne ville impériale, capitale impériale du Vietnam, qui a été bombardée, qui a été prise par ce qu'on appelait le Viet Cong à l'époque, et qui a été tenue par le Viet Cong pendant 1 mois et demi. Une ville de 150 000 habitants environ. Bien sûr, les Américains ont envoyé leur B-52 qui ont pilonné la ville pendant 1 mois et demi, et quand elle a été bien pilonnée, le Viet Cong est parti. Assez normal. Attraper des bombes sur la tête pendant 1 mois et demi, ça fait mal. Alors, quand les Américains ont investi la ville déserte, ils ont trouvé d'énormes charniers. Et c'était un mois d'août, et au mois d'août, les journaux n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc, ils ont titré en première page, pendant 1 mois, si pas plus, sur l'horreur épouvantable de ces sales Viet Cong qui avaient tué hommes, femmes et enfants par tous les moyens possibles et imaginables. Le Congrès américain a envoyé une commission d'enquête pour conforter cette information, cette horreur communiste. Commission d'enquête qui était accompagnée de médecins légistes. Ils ont donc disséqué les corps sous toutes leurs coutures, si j'ose dire, et ils ont découvert que ils avaient tous été tués par les bombes à billes, bombes à fragmentation, etc. Ils ont remis un rapport 1 an plus tard. Et moi, j'ai fait une petite enquête, une analyse, si vous voulez, mais tout à fait comme ça, pas scientifique, à partir du journal Le Monde.
que je lisais beaucoup à l'époque. Eh bien, Le Monde avait fait comme tous les journaux, il a titré là-dessus pendant un mois, et un an plus tard, il a publié un article de 4 cm² en dernière page pour faire le compte-rendu de la commission d'enquête. Et ce que tu dis, c'est la même chose. On parle de la dette américaine, on parle du GATT, on parle de tout dans les journaux. Mais comment? Et quelle surface? Et quelle fréquence? Finalement, ça passe inaperçu. On est bombardé sur l'horreur du communisme, bombardé sur les bienfaits du capitalisme, mais absolument pas bombardé sur les méfaits du capitalisme. Moi, je ne vois pas souvent qu'il y a 44 millions de pauvres en Europe. Je l'ai vu de temps en temps, je l'ai vu de temps en temps. Attendez, un instant. Monsieur Kutsen, et puis on revient... Je suis 100% d'accord avec l'analyse de Gérard de Sellis, parce que moi j'ai vécu la même chose en industrie. Et quand je vous entends parler, ma brave dame, je m'excuse, je n'ai pas fait d'études universitaires, mais j'ai vécu de la haute corruption et j'ai voulu faire comme notre copain, là, M. de Sellis, dire non à mon patron, je l'ai dit. Mais durant 10 ans, j'ai plus trouvé de travail, alors que j'ai une compétence que je connais. Mais je voudrais quand même vous poser une question. Je me souviens qu'en 62, dans Pourquoi pas, David Ster critiquait Cuba. Et il critiquait Fidel Castro. Je dois vous dire que je suis allé un mois et demi à Cuba l'année passée, en été. Il critiquait Fidel Castro parce qu'il avait réintroduit la carte de rationnement en 62. Pourquoi pas, on n'entend plus parler. David Ster, est-ce qu'il écrit encore son Europe Magazine? Je ne sais pas. J'ai aussi vécu en pays sous-développé. Mais je me pose la question, s'il y a un désintérêt envers la presse, si ce n'est pas précisément à cause des journalistes, qui écrivent tellement de fadaises, qu'en général, alors, le public se reporte sur le sport. Réfléchissez-y, madame. Réfléchissez. Quant aux journalistes qui parlent encore, je vois un journaliste, un speaker là, à la RTBF, là, en 10, 11 heures du soir, un monsieur, un petit peu désolant, j'ai oublié son nom. René Thierry. René Thierry. A changé de volte-face. Hein, on est d'accord? Alors, moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un désintérêt de la presse écrite, parce que justement, on n'y trouve plus de choses sérieuses. Je vous parle tout à fait honnêtement, je lis énormément de journaux. Parce que vous trouvez que le sport est une chose sérieuse. Moi, le seul moment où je l'ai trouvé intéressant, c'est à l'occasion du SL. Ou bien je me suis mal exprimé, ou bien vous m'avez mal compris. Moi, je n'achète. Je suis abonné au soir, mais vous savez pourquoi? Uniquement pour le programme TV, et je prends encore le moustique. Parce que le soir rogne sur les programmes TV. Mais je n'ai plus rien d'international dans le soir. Je ne le fais plus. Or, j'achète le Monde diplomatique, et j'ai le Solidaire. Parce que le Solidaire, on a aussi de la bonne information. C'est très bien. C'est votre choix. C'est bien. Non, mais je reviens à ma question. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas des articles sérieux qu'il y a un désintérêt du public pour la presse? Je ne sais pas, je vous pose la question. J'ai déjà répondu à cela. Pour moi, dans tous les journaux, on a parlé, il y a des articles sérieux, il faut les chercher, il faut les trouver, il y a des journalistes qui font bien leur boulot. Je regrette. Mais moi, je ne lis jamais les pages sportives dans les journaux, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je lis la politique internationale et je regarde les faits divers parce que c'était mes sujets. Mais des gens à côté de moi ne liront jamais les faits divers et ne liront que la politique intérieure. Chacun lit un journal. Mais je parle ici d'un journal, c'est comme un grand magasin. Chacun y pique ce qui l'intéresse. Et nous avons tous une lecture différente. On pourrait essayer de comparer 10 personnes, ce qu'elles lisent dans le même journal, elles auront lu chacune une chose différente. Alors comment voulez-vous dire que c'est intéressant ou inintéressant? Moi je vous dis qu'une moitié du journal ne m'intéresse pas, mais l'autre moitié m'intéresse. Et j'en ai besoin. C'est tout, comme vous avez besoin des programmes TV. Moi, j'ai besoin de certaines matières. Mon voisin aura besoin d'autres. Et chacun ici trouvera autre chose. Il ne faut quand même pas... il faut quand même analyser un peu la manière dont on consomme aussi les informations. Oui, mais enfin, vous serez d'accord avec nous quand même pour dire ce que M. Dessélis a dit tout à l'heure, qu'il est tout
tout à fait exact que les méfaits du communisme, on vous en fait des pages et des pages pendant des années, et que les méfaits du capitalisme, tatin. Oui, mais quand on dit qu'on n'a jamais parlé de la pauvreté, c'est faux. Je ne vous ai pas dit jamais. Oui, mais non, certains le disent ici. Et c'est ça que j'ai voulu dire, c'est faux. On a eu jusque-là. Moi, je ne parle pas de la Roumanie, mais la pauvreté, le tiers-monde... Écoutez, je vais vous citer un Écoutez, nous avons fait 3 pages dans la Cité sur la famine au Soudan, et nous sommes les seuls à l'avoir fait. Alors, ce n'est pas à moi. Mais demandez à mes collègues, alors. Moi, je ne parle pas de manière générale. Je ne peux pas parler de manière générale. Mais la presse est multiple, c'est ça que je me suis tué à essayer d'expliquer. Elle est multiple, elle est diverse. C'est extraordinairement nuancé. La presse n'existe pas. Il y a des moyens d'information, tous divers, et avec des nuances à l'intérieur même des journaux. C'est pour ça que j'annonce que je fais dans la dentelle, parce que je ne tiens pas à ce qu'on dise la presse de manière générale, parce que moi je ne suis pas le journaliste, ni les journalistes de manière générale, vous comprenez? C'est ça qui me choque. Globalement, vous pouvez être d'accord qu'on ne cite pas régulièrement le nombre de morts dans la rue à New York tous les jours. Enfin, je veux dire, quantitativement, il y a une information qui est globalement orientée, ne serait-ce que par la nature des agences de presse. Non, même les agences de presse. Chaque hiver, on a publié, tous les journaux de la presse, les radios et les TV ont cité le nombre de personnes mortes de froid aux États-Unis d'Amérique. C'était dit, non, c'est dit, j'ai fait ça, chaque année on le faisait, chaque année on en parlait, on avait des analyses sur le phénomène de drogue, sur la délinquance en reliant la pauvreté, tout ça. Moi j'ai vu ça partout. Dans les journaux que vous lisez tous aussi, mais on ne lit peut-être pas les mêmes pages, c'est ça le problème. Non. Chaque année en parlant de l'hiver, évidemment. Hein, c'est ça que je veux dire. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Monsieur Thomas Kutzen veut intervenir depuis un certain temps. Moi, j'ai l'avantage ou l'inconvénient de ne pas être journaliste et d'être lecteur de journaux. Et alors, je vais dire comment je réagis, parce que... Madame dit qu'il faut décoder les journaux, et alors moi je vais dire comment. Bon, je vais donner 3 exemples tout à fait immédiats que j'ai vus récemment. Ce midi, j'entends un journal parler sur une radio locale qui commence en disant l'Allemagne cherche à faire oublier son option pacifiste en donnant de l'argent à l'Angleterre et maintenant en faisant un pont aérien vers Israël, quoi. Alors je ne sais pas, il y a des gens dans la salle qui probablement savent que l'option pacifiste n'est pas exactement la chose que l'Allemagne veut faire le plus oublier, mais d'un point de vue historique. Mais il faut se rendre compte de l'extrême biais qu'il y a dans cette phrase, qui évidemment est tout à fait normal, c'est-à-dire que dans ce sens que du point de vue des Anglais et des Français, ils sont trop pacifistes, etc. Et donc on comprend ce que ça veut dire, mais ce qu'il y a d'implicite là-dedans, vous imaginez que l'Iran, ou l'Inde, ou la Chine, ou n'importe quoi, se mettent à faire un pont aérien vers l'Irak avec de l'armement militaire pour faire oublier leur option neutraliste, quoi. On ne va pas dire ça, hein. Bon, je veux dire, le choix des mots est absolument extraordinaire. Alors hier, on nous montre au journal télévisé Saddam Hussein manipulant les médias. Ah. Mais quand on a vu George Bush, on a entendu parler, d'accord? Mais quand on a vu Saddam Hussein, on n'a pas entendu dire un mot. On a fait des commentaires sur le fait qu'il était fatigué, qu'il clignait des yeux, etc. Mais moi, je sais toujours pas ce qu'il a dit, hein, parce que pour manipuler les médias, il est fort, hein, sans qu'on ne sache. Alors, après j'ai regardé Business News, et là j'ai appris qu'il y avait un fait fondamental auquel nous n'arriverions à rien changer dans le monde, c'est qu'il y avait des pays qui avaient des ressources en dessous de leur pied ou dans leur sous-sol, et que ça c'était inégalement réparti dans le monde et que ça on n'arrivait pas à échanger. Moi j'ai cru que le type parlerait peut-être de la distribution inégale des richesses dans le monde, aussi au niveau des usines et des investissements et de l'accumulation du capital, etc. Mais non, ça concernait le fait qu'effectivement il y a du pétrole à certains endroits, et même si on pille et qu'on tue tout le monde, etc., il restera toujours dans ce sous-sol-là. Alors après ça, moi j'ai dit à ma femme, c'est quand même scandaleux, elle m'a dit oui mais le mercredi soir à la RTV quand il n'y a pas de sport c'est jamais très bien. Je suis désolé mais je sais que tendance à réagir un peu comme ça. Alors, moi je pense que les intervenants qui ont pris la pauvreté à New York, etc., n'ont pas nécessairement choisi les meilleurs exemples. La raison c'est la suivante, c'est que nous ne sommes pas aux États-Unis, n'est-ce pas? Nous sommes en Europe, et il y a un conflit entre l'Europe et les États-Unis. Il arrive qu'on ait envie de dénoncer les États-Unis. Le GATT, c'est la même histoire. Il faut analyser ça très finement, la façon dont on dénonce. Parce que comme je l'ai expliqué, il faut toujours penser, avec la guerre du Vietnam, il faut toujours penser, remplacer les pays dont on parle par l'Union soviétique ou par l'Irak, etc., et comparer le degré d'indignation morale qu'il y a
dans un cas, avec l'indignation, disons, liée à des critères d'efficacité, de rentabilité, etc. Et alors aussi, pensez toujours qu'aux États-Unis, que vis-à-vis des États-Unis, il y a une contradiction entre l'Europe et les États-Unis. Alors quand vous entendez parler des critiques des États-Unis, vous pouvez toujours voir dans quel cadre c'est fait et comparer ça. Mais je vais vous demander, madame, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez tout ça, mais j'ai posé des questions dans l'article. Qui connaît Popieluszko? Peut-être que les gens ont oublié, mais je pense qu'il y a des gens qui connaissent ça. Je ne veux pas faire un sondage, mais qui connaît Rutilo Grande? Qui connaît Ita Ford? Ita Ford, bon, il y a peut-être des gens qui connaissent, je ne sais pas. Je veux pas faire je vous pose des questions, vous réfléchissez par vous-même. Ita Ford était une religieuse américaine assassinée au Salvador. Rutilo Grande, c'est un de ces prêtres qu'on a compté dans les 100. Qui sait où se trouve Timor? Nous, on en parle. Mais on a parlé sans je ne sais pas si tellement de gens savent ce que c'est que Timor. Timor, c'est une presqu'île qui a été envahie par l'Indonésie, et c'est une histoire qui, si on devait... Qui avait... Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas où, dans quel genre, peut-être qu'on en a parlé dans la cité. Ah oui, plusieurs fois, parce que nous avons quelqu'un qui va passer plusieurs mois à Timor. Mais je ne veux pas attaquer la cité, mais vous devez reconnaître que la presse n'en parle pas beaucoup de Timor. Bah, on en parle. Et comparé au Koweït, certainement... Ça... Mais pas beaucoup. Tu travailles aussi dans un journal exceptionnel. Hein. Bah oui, c'est pas ça. Dont les autres ne parlent pas. Le massacre, c'est pas vrai. Le massacre des Jeux Olympiques de Munich. Ça, D'une équipe israélienne. Mais il y a eu un avion cubain, j'ai cité les faits dans l'article, un avion civil cubain qui a explosé en vol et qui a massacré une équipe médaillée d'or d'escrime cubain. C'est un truc qui a disparu. La destruction par les soviétiques d'un avion civil coréen, mais la destruction à la même époque d'un avion civil par l'UNITA en Angola. Comparer, demander quel est le pays qui a procédé au premier détournement d'avion, il s'agit d'Israël en décembre 1954 avec un avion civil syrien. Il y a même un avion civil libyen qui a été abattu en février 73 par l'aviation israélienne. Et les Israéliens ont reconnu qu'ils savaient que l'avion était civil, et le New York Times écrit « Ça ne sert à rien d'avoir un débat virulent afin de savoir qui il faut blâmer pour avoir abattu un avion libyen dans la péninsule du Sinaï la semaine passée. » On ne peut pas être plus neutre, plus indifférent. Moi j'étais là quand il y avait l'aviation, quand ils ont abattu cet avion KL-007, l'avion sud-coréen que les soviétiques l'ont abattu. J'ai dit « Il y avait une indignation, on voyait tous les faits, tous les jours, il y avait des trucs, et bon, c'était totalement différent. Qui connaît la prensa? Vous avez entendu parler de ce journal qui a été censuré au Nicaragua. Vous avez entendu parler de la Crónica del Pueblo. Mais la Crónica del Pueblo, c'est un journal au Salvador, mais il a été censuré beaucoup plus parce qu'on l'a fait sauter, on a tué les journalistes et où ils sont enfouis, etc. Donc ça, c'est une censure. Alors, quand je vois... C'est une forme de censure, mais évidemment, c'est pas l'État qui fait ça, hein, ça c'est des escadrons à mort, mais... Bon, j'ai donné des faits. Le 12 mars 88, des avions israéliens bombardent un camp palestinien près de Sidon. Rien dans le New York Times. Le 18 mars, une phrase. Le 23, nouveau bombardement, 15 morts. Un petit article qui mentionne les événements du 12. Le 24, bombardement nouveau, 12 dignes. Le 31, un petit article sur de nouvelles attaques, et ainsi de suite, en 88. Alors, moi je ne sais pas, Chomsky, il dit, l'information est là, elle est disponible pour les fanatiques. C'est-à-dire que si on passe un temps énorme et qu'on recoupe tout et qu'on va chercher dans les bulletins publiés par l'Église en Amérique latine, etc., et qu'on passe un temps fou, alors on arrive avec toute la documentation qu'il a, mais c'est un travail de fanatique et il faut une puissance de travail absolument extraordinaire. Mais sinon, quand on lit des journaux, moi je suis désolé si les Anglais lisent un ou deux journaux, et surtout les journaux sérieux, moi je ne parle pas de la Cité, qui est un peu marginale, mais les grands journaux sérieux, non, mais qui est un avantage dans ma façon de parler, mais quand on prend des grands journaux sérieux, oui je vais arrêter, des grands journaux sérieux, c'est vraiment peut-être pire encore que les journaux pas sérieux. Moi je comprends la remarque qu'on a faite sur le sport, c'est pas que je trouve, moi ça m'intéresse pas du tout, mais je peux comprendre la remarque parce que dans les journaux comme le New York Times, etc., il y a une élaboration et une intoxication vraiment très très sophistiquée et très marquante. Et quand on interroge des intellectuels, par exemple américains, des gens qui lisent le New York Times, sur différentes questions de politique étrangère, on voit qu'ils sont plus conservateurs en fait que la moyenne de la population qui lit des journaux qui se concentrent moins à justifier la politique des États-Unis, qui sont évidemment nationalistes à beaucoup d'égards, mais où les gens peut-être peuvent encore avoir plus une réaction morale spontanée en faveur des Palestiniens, ou je ne sais pas, et non pas toutes les justifications qui sont données par la grande presse. Je vous propose une petite expérience. J'ai reçu un appel de l'Union des comités des femmes palestiniennes dans les territoires occupés ce soir, qui dit que les enfants dans les territoires occupés en dessous de 15 ans n'ont pas reçu, ne recevront pas de masques à gaz des Israéliens. Ça représente, sur une population d'1,3 million Palestiniens, ça représente 780 000 personnes, les enfants de moins de 15 ans. Donc ça fait 780 000 personnes en danger. Bon, c'est quelque chose qui inquiète ces femmes. Je vais passer tout ça à Gabriel Lefebvre, qui ne va pas manquer de le publier dans la Cité. On va l'envoyer à tous les journaux et on va voir qui il publie. D'accord? Mais ça a déjà été publié. Je l'ai entendu à la radio.
Le nombre d'enfants qui étaient dépourvus de masque à gaz, je l'ai entendu. Tout le monde en a parlé déjà. Mais en quatrième page. Non, je ne crois pas. Mais là, Avec le chiffre, les 780 000 Pas les, non, pas le chiffre. Non, non. Le chiffre, c'est un lourd bilan pour les Israéliens. Il y a 3 mois. non, ce n'est pas. Non.